Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, le talk show. Donc aujourd'hui c'est un peu spécial, il sera spécial à chaque épisode, tout simplement parce que je vais m'adapter à la personne. Aujourd'hui, on va se poser, parler tranquillement de beaucoup de sujets qui me tient à cœur. J'ai quelqu'un avec moi qui est ouvert sur beaucoup de sujets et ça me tenait vraiment à cœur de parler de ça avec lui, de faire cet épisode avec lui, parce qu'aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un, on va dire que c'est dans ma liste de souhaits, je pense que c'est la première personne à laquelle je pensais, donc Antoine, Antoine Fonbonne pour les gens qui le connaissent. Ça fait très très longtemps que je te connais, que je te suis, que je te parle aussi, mine de rien, sur Instagram. On a eu l'occasion d'échanger et tu m'as très vite répondu à l'époque. Il y a quelque chose qui s'est créé de mon côté parce que je me suis dit, j'aime bien cette personne d'un point de vue extérieur, et finalement quand on commence un peu à se parler, je me rends compte que c'est la vraie personne. Tu as des gens qui sont un peu différents de la réalité, et toi de ton côté c'était pas du tout le cas. Et aujourd'hui j'ai la superbe occasion de te rencontrer, de faire une vidéo avec toi. Donc déjà merci beaucoup pour ça. C'est un plaisir pour moi. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Il n'y aura pas d'entraînement, peut-être qu'il y en aura plus tard, je sais pas, j'espère. Mais aujourd'hui ce sera juste un épisode un peu chill dans un canapé. K2, à parler de tout et de rien, et essayer aussi de montrer, même si tu le fais un peu dans tes vidéos YouTube, le côté un peu extérieur de YouTube, de l'authenticité, vraiment de quelque chose d'assez profond, et parler un peu de tout. On a du temps aujourd'hui pour parler un peu de tout ça, donc voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas, je te laisse te présenter un petit peu, et après ensuite on discutera un petit peu. Ok, bien sûr. Merci Vincent. Bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Fonbonne. Je suis le cofondateur d'une formation en sciences de l'entraînement et de la nutrition qui s'appelle Bayesian, qu'on a lancé en France avec mon meilleur ami Nevin, en reprenant le travail du créateur original qui s'appelle Menno Henselman, qui est un génie de la science de l'entraînement et de la nutrition et qui a démocratisé sa méthode en appliquant grosso modo la rigueur de la méthode statistique au domaine du fitness, de l'entraînement et de la nutrition. Et donc on a pris sa filiation, on a traduit son travail en français, on a lancé ça en 2017 déjà. Et donc on dirige aujourd'hui avec mon pote Nevin cette communauté de passionnés de l'entraînement et de la nutrition, qui sont des thèmes très sérieux, très evidence-based, très scientifiques. Ça c'est un peu notre héritage. Et à côté de ça, moi je suis un passionné de développement personnel, d'entraînement, de sport évidemment, mais aussi de voyage, de traditions culturelles, culinaires, d'ouverture d'esprit sur le monde, de chasse à la baleine. Et je plaisante, mais voilà, j'aime beaucoup voyager, voir plein de trucs et toucher à tout. Et c'est aussi pour ça que je suis super content aujourd'hui de pouvoir échanger sur ton univers avec toi et découvrir un peu tous les projets que tu as qui sont super intéressants et que ta communauté partage sur tes réseaux du coup. Parce que c'est inspirant de voir des mecs comme toi, je crois, qui se donnent les moyens d'aller là où ils ont envie d'atterrir et suivre ta dynamique et voir un peu comment tu évolues petit à petit, c'est super intéressant. Merci déjà pour l'opportunité, Mina. C'est une belle chance, je le répète, mais encore merci en tout cas. Je t'en prie, mon gars. Avant de commencer, je voulais poser une petite question. On rebondira sur certains thèmes après. Pour toi, je pense que tu as fait pas mal de choses dans ta vie maintenant. S'il y a 3 dates qui te viennent à l'esprit sur ta vie, en général, qui t'ont marqué, et pourquoi? Si tu peux nous en parler un petit peu, et je rebondirai un petit peu par rapport à tes réponses. C'est compliqué parce que je pense qu'au fur et à mesure que tu vis des événements marquants, tu te dis « Ah, ça c'est vraiment le truc de ma vie ». Et en fait, au fur et à mesure que tu te développes et que tu évolues dans la vie qui devient la tienne, tu es amené aussi à revoir tes standards à la hausse constamment. Tu vois, genre, je sais pas, c'est bateau, mais quand j'ai eu le bac, je me suis dit « c'est probablement le truc le plus dur pour lequel j'ai révisé jusque-là ». Après, je me suis mangé 2 années de prépa, j'ai fait « Ok, le bac c'était une blague ». Tu arrives en fin de prépa, tu passes tes concours, tu dis « c'était probablement le truc le plus dur que j'ai fait ». Après, tu fais un master, tu arrives en master 2, tu dis « Ah oui, j'ai un mémoire de master 2 qui fait 170 pages, c'est peut-être ça le plus… » et ainsi de suite. Et en fait, au final, tu t'en viens toujours à réévaluer et à remonter la barre au fur et à mesure. Donc c'est une question qui n'est pas facile parce que tu vois toujours le prisme de ta vie avec des yeux neufs au fur et à mesure que tu tombes sur une nouvelle opportunité. Et pour autant, l'expérience de ce que tu as vécu n'est claire que le chemin parcouru, donc c'est difficile de faire un bilan. Mais tel que les gens me connaissent ou me perçoivent aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'en termes de moments fondateurs, tu vois, il y a
il y a probablement la création de ma chaîne YouTube en 2016, parce que c'est vraiment là que j'ai commencé à mettre un pied dans le monde public, disons, où j'avais fait mes armes un peu comme tout le monde, en faisant des études, en faisant une carrière à côté, en ayant entre guillemets des jobs normaux, et où j'ai commencé à me dire que j'allais donner une perspective publique à mon évolution et commencer à parler à une audience et à communiquer en tout cas mon message vers un public extérieur. Il y a eu évidemment la création et le lancement de notre formation Bayesian sur laquelle on a commencé à bosser début 2017 et qu'on a lancé en fin septembre et octobre 2017. Et après ça, je sais pas, la troisième c'est peut-être la prochaine, tu vois, il n'y a peut-être pas encore de point final à cette histoire parce qu'il y a forcément des milliers de projets et des tas de trucs que j'ai envie de concrétiser. Donc c'est une question qui n'est pas facile. Je ne sais pas si j'ai envie de me définir en trois. Je pense que 2 plus 1 ouverte, tu vois, c'est pas mal. Ça vous convient, c'est bien comme réponse. C'est bien comme réponse. Tu parlais tout à l'heure ton ami Nevin, de Bayesian. Ouais. Moi, j'ai un terme pour cet entourage, c'est le small circle, tu vois, le petit cercle fermé. Ouais. J'ai mes gars, entre guillemets, sûrs, avec qui je bosse et en qui j'ai envie de bosser dans le futur. Ouais. Comment s'est passé dans le passé, tous tes projets? Comment tu as formé cet entourage, ou même comment tu as rencontré Nevin, de manière générale, même tous les gens qui te suivent maintenant dans ton travail? Je sais pas si tu as un petit entourage, comment ça se passe? Comment tu les as... Comment ça s'est passé? C'est à la fois complexe et facile parce que... C'est complexe parce que j'ai une formation très académique, tu vois, genre j'ai une formation en classe préparatoire, j'ai fait une grande école, etc. Donc j'ai forcément une sensibilité qui fait que j'ai des exigences vis-à-vis de la qualité de mon travail qui font que j'aime pas l'à peu près, que je suis forcément perfectionniste, je suis forcément travailleur, j'ai forcément une attention aux détails qui est quasiment innée, elle est probablement apprise, mais elle est apprise depuis tellement de temps que maintenant c'est une seconde nature. Et du coup, je ne peux pas, par défaut, m'entourer de gens qui font les choses n'importe comment, à peu près, tu vois, en prêtant aucun intérêt à la qualité de leur production finale. C'est impossible. C'est-à-dire que ça inversement, on attire ce que l'on est aussi. Ouais, probablement. Et c'est pour ça que du coup, c'est facile, parce que j'ai pas à me forcer pour travailler avec des gens avec qui j'ai pas envie de bosser. Et en fait, les gens qui viennent à moi sont les gens probablement qui partagent la même dynamique, qui ont à peu près les mêmes vibes. Et le tri se fait très facilement, en fait. C'est-à-dire que je vois vite quels sont les gens qui ont les mêmes envies que moi, qui ont les mêmes exigences vis-à-vis de la vie, qui ont les mêmes ambitions, qui ont envie de faire les mêmes trucs, qui ont la même éthique aussi. Même si ça se déguise un peu plus facilement et qu'on a parfois des surprises. Mais pour moi, c'est avant tout, tu vois, une question de valeur et une question d'envie de faire les choses et de comment tu veux les faire. Et ensuite de qualité du process, de comment tu vas les réaliser, comment tu vas arriver à ton objectif. Mais en fait, avec l'expérience, parce que tu vois, ça va faire bientôt, enfin, 10 ans que je fais ça quasiment, tu vois, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 7 ans. Et avant ça, j'étais déjà coach, j'intervenais déjà auprès de clients, j'avais déjà le petit bonhomme de chemin que j'ai fait pour travailler sur ma personnalité et ce que j'avais à offrir à une audience potentielle. Et ça fait une décennie que je suis là-dedans. Donc au final, maintenant, à chaque fois, je pense que c'est la même chose avec toi, quand tu as un œil professionnel sur la façon dont tu avances dans ta vie, tu vois très vite les gens, les prestataires, les gens qui peuvent te venir en aide, te rendre service ou épauler ton travail, s'ils vont faire la maille ou pas en fait. Il y a une phrase qui me vient en tête, c'est souvent, avec le temps, au début tu sais ce que tu veux, mais à la fin tu sais ce que tu ne veux plus. Ouais. Et quand tu vois quelqu'un, il y a un truc qui te fait tilt et tu dis ok. C'est très vrai. Et maintenant, alors c'est à la fois une bénédiction et un souci parce qu'il y a toujours une faille en fait. Ouais. C'est-à-dire que maintenant j'en viens à accepter certaines failles chez les gens, parce que personne n'est parfait et il faut l'accepter. Mais par contre, il y a des trucs, comme tu le dis, il y a des aspérités sensibles qui sortent dans la personnalité des gens et tu vois très vite si ça va le faire ou pas en fait. Et plus tu avances et plus tu perçois ces signaux rapidement. Et maintenant, j'ai besoin d'une poignée de main, un mail, un message sur Instagram. Tu vois, genre, il y a des messages sur Instagram que je n'ouvrirai jamais. Et si j'ai ouvert le tien, c'est pas par hasard non plus, tu vois. C'est parce que la façon dont les gens se présentent à moi, la façon dont ils interagissent, ce que je lis dans leurs discours, dans leurs intentions, dans les sous-textes, bah, ça parle 1000 fois plus que les lignes blanches sur le fond noir que je vois dans l'application de messagerie, tu vois. Donc, c'est pas par hasard si tu choisis dans ce métier, comme dans tous les autres, de t'orienter vers certaines personnes, d'ouvrir ta porte à certaines personnes, de tendre la main, d'aider certaines personnes, et d'autres avec qui j'ai pas du tout envie d'interagir, et ils peuvent continuer à aller faire leur truc de leur côté, tu vois. Bon, j'espère que je vais faire bonne figure quand je suis arrivé. On va voir.
Il y a des trucs qui sont un peu passionnants comme mine de rien dans ta vie. On a beaucoup de similitudes de par le voyage, le côté aussi passion de la culture, mine de rien, de voir les choses chez les gens un peu différents de chez nous. Mais tu as fait quand même beaucoup de choses. Je sais que tu as fait l'armée, par exemple. Et entre guillemets, on dirait que tu as, du moins c'est comme ça que je l'interprète, quand je te suivais, je me disais, c'est pas qu'il y a peur de rien, mais genre tu peux passer du tout au tout, et on dirait sans aucune crainte. Et alors qu'à l'inverse, les gens, mine de rien, de manière générale, ont quand même beaucoup plus peur de se lancer, par exemple en tant qu'entrepreneur, créer des choses. Et toi, d'où vient le fait de pas avoir peur, ou du moins on a l'impression que t'as pas peur, ou de pas stresser, que t'es assez serein, tu vois? Est-ce que même tu te considères comme quelqu'un de stressé, d'anxieux? C'est une super bonne question. Je vais essayer de répondre à ta question en deux parties. La première sur l'héritage. Tu vois, j'ai grandi dans une famille militaire. Mon père était officier et du coup j'ai déménagé depuis que je suis gamin tous les 2 ans. Donc en fait c'était vraiment une tannée jusqu'à ce que ça devienne un atout parce que tous les 2 ans tu quittes tes amis, les gens que tu as appris à connaître, les cercles sociaux, associatifs, familiaux, sportifs que tu t'es créés et tu repars à zéro dans une autre ville. En plus je suis né à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc tu partais d'une ville à 10 ans. Tu ne restais pas en contact avec tes copains. En fait, on s'envoyait des lettres parfois, mais avec la distance, le temps, les aléas de la vie, tu perds forcément contact. Et du coup, j'ai recommencé une nouvelle vie tous les 2 ans, entre mes 0 et mes 18 ans, tu vois, littéralement. Le moment où je suis parti en prépa et où j'ai pu ensuite faire des petits boulots, être indépendant, trouver une copine, m'installer, prendre un appart et me sédentariser malgré moi. Toute ma vie avant ça, ça a été une vie de nomade. Donc en fait, j'ai toujours été extrêmement adaptable parce que j'avais pas le choix. Et du coup, même si j'ai toujours aujourd'hui un peu comme tout le monde, cette peur de l'inconnu, tu déménages, tu t'installes dans un nouvel endroit, tu es face à un nouveau contexte, tu dois appréhender une nouvelle situation et à situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle, donc tu dois toujours t'adapter. Mais je pense que j'ai toujours eu un peu plus de facilité que les gens et j'en ai peut-être eu un peu moins peur parce qu'au bout d'un moment, tu sais que même si tu es un peu stressé et interloqué par ce qu'il y a après, au final ce sera forcément différent. Mais tu auras beaucoup de similitudes et tu vas pouvoir remettre en place tes routines et tes méthodes de fonctionnement. Donc cette peur-là, je l'ai comme tout le monde, mais j'ai appris, tu vois, la peur, c'est surtout généralement l'appréhension de l'inconnu. Et en fait, à force de te familiariser avec l'inconnu, tu apprends à dompter cette peur-là. Donc cette peur-là, je l'ai appréhendée, et même si, tu vois, on dit souvent la peur n'enlève pas le danger, la peur, elle est toujours présente, mais tu apprends à composer avec et tu dis, bon, je l'ai déjà fait. Il y a aussi cette rationalisation-là, tu vois, j'ai déménagé 16 fois dans ma vie, malgré moi. Donc bon, une fois de plus, une fois de moins, oui, c'est du boulot, c'est des cartons, tu vas souffrir, tu vas devoir tirer un trait potentiel, permanent ou pas, sur des relations que tu as, des gens que tu aimes, etc. Mais tu peux toujours te réinventer, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, tu peux toujours redevenir quelqu'un ou même devenir quelqu'un de nouveau. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, je crois que ça a insufflé en moi cette curiosité de toujours être curieux, de toujours découvrir l'univers, la vie des autres, la façon de faire des autres, culturellement, mais aussi aller chercher chez l'autre des trucs que j'apprécie ou des trucs que tu vois, j'ai toujours une grande curiosité pour la façon dont les gens font les choses, dont ils réussissent leur vie, dont ils arrivent à être heureux, dont ils trouvent leur équilibre. Ça m'a toujours passionné. Et le fait de voyager, d'aller voir, tu vois, en Asie, en Amérique centrale, partout, sortir complètement de ta zone de confort et d'aller explorer des zones culturelles qui ne sont pas du tout la tienne, ça a toujours été une passion pour moi parce que je pense que ça enrichit la perspective de quelqu'un d'une façon tellement incroyable de voir à quel point tu as des gens qui sont totalement différents de toi et qui arrivent à être heureux et à construire un équilibre et un bonheur de façon totalement différente, que c'est super porteur, tu vois. Donc c'est une grande curiosité et le fait d'avoir été habitué, je pense à ça. Paradoxalement, tu parlais du stress et de cette anxiété. J'ai jamais eu, je pense que c'est vraiment consubstantiel, j'ai jamais eu cette inquiétude ou ce stress de devoir recommencer parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Et du coup, j'ai toujours été jugé comme étant nouveau partout, tout le temps, en fait. Pardon de te couper, mais est-ce qu'à l'inverse, tu peut-être as peur de la routine? Alors, c'est là où je voulais en venir. En fait, cette deuxième partie de la question, elle est intéressante parce que comme j'ai toujours été à l'aise avec le fait d'être débutant partout et tout le temps, au bout d'un moment, tu dépasses la trentaine, tu arrives à un moment où tu as des gens qui sont restés dans une routine extrêmement établie depuis toujours et qui sont devenus des maîtres de leur art dans ce qu'ils faisaient. Et moi, comme j'ai touché à tout, je suis toujours globalement à l'aise partout, dans tous les cercles sociaux, dans tous les cercles culturels, intellectuels, etc. Mais force est de constater que j'ai jamais excellé nulle part, tu vois. Et si tu veux me critiquer,
si tu veux, juger la qualité de mon travail, la qualité de mes interventions ou de mes spécialisations dans tel et tel domaine, ouais, je ne serai jamais le meilleur dans rien probablement, parce que ce n'est pas le profil que j'ai et ce n'est jamais la dynamique que j'ai donnée à mon évolution. Donc en sport, tu vois, j'ai fait du judo, j'ai jamais été champion de France et ceinture noire, je suis allé jusqu'à la ceinture bleue, après j'ai fait de la boxe, j'ai touché à 12 000 trucs, j'ai 200 sauts en parachute, j'ai fait de la plongée, c'est-à-dire que je suis capable de discuter quasiment avec tout le monde à un niveau de débutant plus, tu vois, où j'ai touché à tout et j'ai une connaissance vague d'à peu près tout, mais j'ai jamais poussé un niveau d'expertise et d'excellence au point où, sportivement en tout cas, au point où je suis capable de dire j'ai fini le jeu dans tel ou tel domaine, tu vois. Et la vraie question, c'est je sais pas si j'en suis capable, et peut-être que je me suis caché pendant des années derrière ce vernis de je touche à tout et ça m'intéresse et tout aussi parce que ça correspond à mon profil psychologique et à ma curiosité intellectuelle. Mais je pense que le pendant de ça, c'est que tu as des mecs qui ont 22 ans et qui ont probablement plus d'expérience que j'en aurais jamais dans un domaine qu'ils ont fait toute leur vie, tu vois. Donc il y a peut-être, en vieillissant, cette crainte qui est le pendant, le revers de la médaille de est-ce que finalement je suis capable de rester intéressé et passionné sur une seule thématique et de la creuser pour le reste de ma vie? Je sais pas, tu vois, on verra. T'es un peu le crossfitter qui est bon un peu à tout, mais qui est pas excellent. Bon, même si je pense que pas tout sous-estime, mais t'essaies de rester un peu humble entre guillemets. On se juge toujours à l'aune de ses propres. Tu vois, j'ai des modèles, j'ai des parents qui ont eu des réussites de vie incroyables, qui m'ont donné une éducation qui était extrêmement riche aussi. Donc tu places toujours tes standards en fonction de là où on t'a appris à les placer. Mais il y aura toujours meilleur que moi. Et c'est sain, tu vois, d'un côté, de te dire j'ai jamais eu d'ego mal placé. Attends, c'est censé être moi le meilleur. Non, parce qu'aujourd'hui, surtout à l'heure des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, de toutes les technologies qui sont disponibles, tu as littéralement quelque part dans le monde en ce moment un gosse de 14 ans qui est meilleur que moi sur chacun des trucs que je fais dans ma vie, tu vois, forcément. Donc, en final, l'ego là-dessus, tu vois, il n'est pas extrêmement important et c'est bien de le mettre très clairement en deuxième plan et juste d'avancer et de faire des trucs qui te font kiffer et qui peuvent apporter de la valeur ajoutée aux autres et faire du bien autour de toi, tu vois. C'est bien parce que ça fait un peu... ça me fait penser un petit peu au mot équilibre que je parle souvent dans mes vidéos YouTube, sur mes réseaux sociaux, parce que je trouve qu'on en a parlé un peu en amont, mais je prône le sport à haut niveau, mais en même temps je prône pas les extrêmes. Donc je suis quelqu'un qui aime la vie, mais en général, mais j'aime pas les extrêmes. Donc le haut niveau et l'extrême, logiquement, ça va ensemble, mais je trouve que je vais à l'envers de tout ça. Je pense que le psychologique est bien plus important qu'on ne le pense et qui est sous-estimé encore plus maintenant avec les réseaux sociaux, etc. On a tendance à se cacher derrière les écrans et en oublier un peu l'essentiel. On fait ça pour les autres et compagnie. Au lieu de se prouver à soi-même, on essaie de prouver aux autres. Et toi, il y a ce côté un peu équipe qui ressort, même si tu as été depuis la naissance trimballé de gauche à droite. Avec ta famille, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui a été créé, un vrai truc, et qui t'ont apporté un certain équilibre qu'on retrouve aujourd'hui, que j'aime beaucoup chez toi, et c'est pour ça que je me suis beaucoup imprégné de ton personnage aussi, mine de rien. Si tu avais pour toi, parce que l'équilibre, ça veut tout et rien dire. On a tous sa propre définition de l'équilibre. Pour toi, à l'instant T, maintenant, à ton âge là, c'est quoi ta notion d'équilibre à toi? C'est une notion complexe à définir parce que l'équilibre, c'est par définition toujours instable. Mais je ne me vois pas avancer dans ma vie et trouver un équilibre sans laisser une place à la construction dynamique du bonheur. C'est-à-dire que le bonheur, c'est pas un truc que je pense tu peux mettre entre parenthèses à un moment dans ta vie. Enfin, je l'ai fait et je l'ai pas fait, tu vois, genre j'ai fait, pour les gens qui ont fait une classe préparatoire, vous saurez probablement de quoi je parle, en prépa, pendant 2 ans de ta vie, tu mets ta vie entre parenthèses, tu vois. C'est-à-dire que tu peux trouver du bonheur et de la satisfaction dans ce que tu apprends à l'école, dans les relations que tu as avec certains de tes profs, avec certains de tes camarades de classe, tu peux trouver une satisfaction dans l'accomplissement, etc. Mais c'est tellement dur, c'est tellement de travail, c'est tellement ingrat. Pour moi, en tout cas, qui n'était pas un rat de bibliothèque et qui n'était pas non plus complètement passionné, hardcore par les études, que tu vois, j'ai vraiment le sentiment de m'être dit, ok, toutes les autres passions que j'ai, le sport, la curiosité, le développement intellectuel, etc., je vais devoir le mettre à un second plan pour que cette priorité du développement académique, de facultés qui sont très scolaires par définition, d'être capable de faire des dissertations de 6 heures sur des sujets très techniques, prenne le pas et me permettre de développer les compétences dont je vais avoir besoin pour réussir mes concours. Tu vois. Et tu fais ça pendant 2 ans. Et donc, tu renies pas cette faculté de créer du bonheur et de le développer, mais ça prend quand même un backseat, tu vois. Donc,
clairement, je pense pas qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai fait ça, et c'est aussi cet investissement en 2 temps, tu vois, je sais que j'ai beaucoup donné dans mes études, même si 2 ans à l'échelle d'une vie, c'est pas grand-chose, mais quand tu es dedans, quand tu es dans le dur, que tu te manges du 45 heures de taf toutes les semaines, que tu taffes tes cols et tes devoirs et tout jusqu'à 2 heures du mat, que tu es à l'internat, que tu enchaînes ça pendant 2 ans, tu as l'impression d'être dans une machine à laver, tu vois. Et il y a des gens qui ont eu une vie beaucoup plus dure que ce que j'ai eu, et déjà être passé par ces petites périodes de... C'est pas pour tout le monde, tu vois, genre il y a beaucoup de gens qui échouent, même moi j'étais pas parmi les meilleurs, et on était 40 en hippocagne, on était plus que 19 en cagne, tu vois, il y a une sélection naturelle qui est énorme. Et après ça, à l'issue, sur les 19, on n'a pas été beaucoup à avoir des grandes écoles et des concours prestigieux, tu vois. Donc, être passé par là et avoir un peu mis ton bonheur au second plan, après, t'en viens à considérer le fait que, je pense, le bonheur, c'est important. Et moi, en tout cas, j'ai jamais, après ça, réussi à me dire, ok, je peux taffer comme un connard pendant 3 ans, jour et nuit, sans prendre de vacances, sans voir ma famille. Tu sais, un peu dans cette hustle culture qu'on a... malgré nous, mais donc ouais, un peu, tu vois. J'ai plus jamais cautionné ça parce que ça n'a pour moi aucun intérêt. Que mine de rien, même s'il est important d'investir comme si on allait vivre toujours, on peut tous mourir demain. Et qu'en vrai, cravacher comme un débile avec des œillères sans se poser de questions sur la vraie finalité de son existence, des choses qu'on a envie d'accomplir et tout, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc l'équilibre, il est aussi bien dans la réalisation professionnelle que dans tes ambitions de vie, que dans le bonheur que tu vas construire avec ta famille, avec ta compagne ou ton compagnon, avec ton conjoint, avec tes enfants si t'en as, tu vois, c'est un tout, et c'est un tout qui est fragile parce que cet équilibre il est menacé par tellement de choses, tu vois. Il y a des gens qui ont un travail et du jour au lendemain leur travail il est plus pertinent. Il y a de nouvelles technologies qui se développent et finalement leurs compétences elles deviennent obsolètes. Et il faut qu'ils se réinventent. Il y a des gens qui sont bien dans un pays et un jour il y a une guerre civile et il faut qu'ils se barrent et qu'ils réapprennent à vivre de la même façon ou différemment ailleurs, tu vois. Donc cet équilibre il est vraiment multiforme et il est propre à chacun. Mais pour moi en tout cas, il ne peut plus faire l'impasse sur le bonheur et le développement personnel au sens large du terme, tu vois. Ça me fait penser un peu à ce que tu me disais au début sur les dates. Quand je t'ai posé la question, tu m'as dit ça change avec le temps. Ouais. Et le bonheur, je trouve que pour ma part, plus ça passe et plus ma notion de bonheur est différente. Tu vois. En quoi tu trouves comment ça évolue? En fait, moi je trouve que j'ai eu un gros avant-après depuis que mon fils est né, tu vois. Ouais. Peut-être que tu le diras un jour. Ouais. Et tu comprendras ce que je t'ai dit maintenant. Et ça, c'est un peu la phrase un peu cucu qu'on dit toujours, vrai, mais mes parents m'ont dit, etc. Il n'y a que quand tu le vis que tu comprends ce que c'est aussi le vrai amour. Pourtant, j'aime ma femme, tu vois, mais c'est un amour qui est différent. Et ton bonheur se construit différemment parce que c'est plus toi contre toi-même. Tu vois, il y a quelqu'un qui dépend de toi. Même si tu penses que ta femme dépend de toi, c'est pas vrai du tout. C'est un peu égocentrique de penser ça, alors que ton fils ou ta fille, vraiment. Et donc ma notion de bonheur a complètement changé avec le temps. Et donc je te rejoins un peu parce que tu parlais aussi de famille et que tu pouvais à l'époque mettre ton bonheur de côté, vraiment personnel, en espérant performer dans un domaine qui était les études. Et c'est vrai que maintenant... j'arrive à le faire parce que c'est un trait de personnalité que j'ai et que j'arrive à me mettre un peu de côté et d'encaisser beaucoup pour toute ma famille, pour pouvoir eux les rendre heureux, tu vois, parce que c'est aussi maintenant, j'ai changé avec le temps. Mais ouais, je me fixe un peu à ce que tu dis, de par le fait que je pense que c'est un équilibre de tout. Ça reste bancal un peu tout le temps parce qu'on a des métiers aussi qui poussent à vouloir être extrémiste. Moi, je sais que dans la compétition, je peux pas me suffire, entre guillemets. Et c'est un mot que je dis tout le temps aux gens que je coach. Arrête de te suffire, parce que le but c'est, on n'a qu'une vie, on peut mourir du jour au lendemain comme tu l'as dit, et j'ai pas envie de mourir et me dire, j'ai laissé à mon fils une image de son père moyen ou suffisant. Et je suis pas en train de dire à la caméra là, aux gens qui nous regardent qu'il faut absolument créer des trucs de fou, c'est pas ce que je dis, mais c'est essayer de vivre avec aucun regret, surtout c'est ma philosophie de vie, et trouver le bonheur au quotidien et te réveiller le matin et te dire j'aime ce que je fais, même si bien évidemment je pense qu'on a plus des moments de bonheur que du bonheur, simplement, parce que la vie, c'est pas non plus tout beau, tout rose. Il y a des maladies, il y a des gens qui décèdent, il y a des trucs qui t'arrivent toujours plus ou moins graves. Mais je pense que cet équilibre, il passe par un peu tout, et c'est pour ça que je voulais rebondir dessus. Je parlais de mon fils, mais je parle aussi de ma femme, donc côté amour. Maintenant, c'est officiel avec Blandine depuis quelques temps maintenant sur YouTube. T'en as pas trop parlé, et c'est vrai que même sur tes réseaux, t'en as jamais trop parlé de comment tu vivais ta relation avec Blandine. C'est quoi la place qu'elle prend dans ta vie, et côté professionnel aussi, si tu veux bien en parler. Bien sûr. Et voilà. J'en ai pas trop parlé déjà au début parce que tu vois, j'ai une éducation un peu classique et pour moi c'était ma vie privée.
J'ai jamais adhéré à cette idée de faire complètement vitrine sur ton monde et ton univers et ta vie et inviter tout le monde. Tu vois, il y a cette espèce de concept de le matin, tu te réveilles, tu n'as pas envie d'avoir 180 000 personnes dans ta chambre à coucher qui te regardent te réveiller comme ça, le petit lever du roi, tu vois. Bah, clairement, pourquoi est-ce que tu le ferais via l'intermédiaire d'un téléphone ou d'un écran ou d'un réseau social, tu vois. Donc pour moi, il y a toujours eu la vie publique et la vie privée, même si, comme tu l'as dit, tu vois, je suis le même sur les réseaux et en vrai. C'est juste que, bah, même si je suis le même, ça, j'ai mis du temps à trouver cet équilibre-là. Mais tu vois, parce que pour moi, étant donné que je me vante pas, mais je me félicite de pouvoir être transparent et accessible. Et je pense que c'est ce que les gens apprécient quand ils me croisent dans la rue, ils discutent 3 minutes avec moi, ils me disent putain, c'est marrant, t'es comme dans tes vidéos, tu vois. Parce qu'ils ont croisé peut-être avant moi, d'autres gens, d'autres créateurs de contenu, d'autres gens des médias, etc., qui sont en carton, tu vois, qui ont une façade en tout cas et qui sont différents de ce qu'ils sont à l'image dans la vraie vie, tu vois. Par choix, par stratégie, ou peut-être malgré eux, parce qu'ils subissent ça et qu'ils sont prisonniers d'une image publique qui n'est pas celle qu'ils voulaient, je ne sais pas. Mais moi, j'ai toujours essayé d'être le plus authentique possible. Et du coup, à un moment, je m'étais pris à mon propre piège de si je veux être le plus authentique possible, peut-être qu'il faut que je sois transparent et que comme en plus, j'ai rien à cacher, parce que je suis quelqu'un de fondamentalement honnête, tu vois, bah, ça veut dire que je peux tout montrer. Et en fait, la frontière, là, elle est dangereuse parce que c'est pas parce que tu n'as rien à cacher que tout le monde doit tout voir. Et c'est pas parce que tu es quelqu'un d'honnête et de transparent que tu dois ouvrir l'intégralité de ta vie à des inconnus qui sont potentiellement malveillants en plus, tu vois. Donc la frontière, elle est pernicieuse parce que en voulant trop bien faire pour être franc et direct avec les gens, tu peux vite te retrouver à satisfaire le voyeurisme d'un public qui n'est pas là pour se motiver ou progresser avec ce que tu as à leur apprendre, mais qui est simplement là pour tu vois, mettre son nez dans la vie des autres et simplement se glorifier de connaître les détails de la vie d'un tel ou d'un tel, etc. Donc c'est compliqué et c'est aussi pour ça qu'au début, je ne m'étalais pas sur ma relation parce que je me disais, déjà, elle n'a pas forcément choisi. Blandine, au début, tu vois, elle était mannequin, elle avait sa notoriété dans son milieu professionnel, mais elle n'avait pas encore de vraie présence sur les réseaux, au sens où il y avait des gens qui la suivaient pour ce qu'elle faisait, mais elle n'avait pas cet esprit de création de communauté, et elle n'animait pas ça en tout cas. Et du coup, je me disais, mais tu sais, c'est comme les gens qui filment leurs gosses, qui ont des millions d'abonnés, qui filment leurs enfants sans leur demander, en fait. D'un côté, peut-être que tu vas leur rendre service, et d'un côté, peut-être que quand ils auront 17-18 ans, ils auront envie de démarrer une autre vie, et pas d'avoir été simplement le fils d'un tel, et qu'on a vu dans tous les vlogs de la famille depuis 15 ans, tu vois. Donc, je me disais que c'était un choix, et que comme tout ce qu'on fait dans notre vie à deux, il fallait qu'on en décide tous les deux. Donc au début, le choix par défaut, c'était de ne pas la montrer pour respecter son intimité à elle, et notre intimité et notre vie de couple à nous. Et ensuite, au fur et à mesure de ces décisions-là, de ces discussions, parce qu'on parle énormément, on débriefe sur tout, on analyse absolument tout. Moi, j'ai une personnalité qui est très analytique, tu vois. Peut-être que j'intellectualise trop aussi, mais je réfléchis beaucoup tout le temps sur tout. C'est mon mode par défaut, et elle aussi. Et on a aussi cette chance de pouvoir partager une qualité de dialogue et une transparence dans nos vécus qui fait qu'on vit un truc et instantanément on le vocalise, on échange dessus, on le décortique et du coup tout ce qu'on vit passe toujours par le prisme de notre analyse personnelle et combinée, tu vois. Et du coup en parlant, on s'est dit bah ça peut potentiellement présenter des avantages. Elle avait envie aussi potentiellement de créer du contenu, de rentrer dans une dynamique publique. Elle avait une super énergie, plein de trucs à partager. Et puis au bout d'un moment, on avait aussi envie d'arrêter de se cacher, entre guillemets, parce que, tu vois, choisir, c'est renoncer. Donc ne pas montrer, au bout d'un moment, ça devient caché forcément. Et on était dans des situations où parfois on était avec des amis qui eux avaient des dynamiques publiques parce qu'ils avaient des communautés, ils faisaient des stories, des vidéos, etc. Et ils nous disaient, bah du coup, on peut vous filmer, on peut pas. Et c'était toujours un peu en mode, bah ouais, vous êtes nos amis, donc filmez-nous si vous voulez. Mais nous, personnellement, on se le permet pas parce qu'on s'affiche pas, tu vois. Donc au bout d'un moment, ça devenait un peu bizarre ou un peu incongru ou un peu grotesque. Et à un moment, on s'est dit, bon, pourquoi pas. Au final, on est revenu sur cette dynamique de, bah on n'a pas grand-chose à cacher. Et puis, si on accepte tous les deux de le vivre comme ça et qu'on n'en joue pas non plus et qu'on l'instrumentalise pas non plus, bah, je peux dire que je suis avec une nana que j'aime depuis un moment et révéler la réalité de notre union, en parler sur les réseaux. Et en fait, tu as toujours un peu ce pic de, tu vois, paradoxalement, j'en avais jamais parlé. Le jour où j'en ai parlé, j'ai sorti une vidéo, elle a fait, ça y est, elle a fait 100 000 vues.
Et puis 3 semaines après, ok, Antoine, il a une nana qui partage sa vie. Bon, bah comme toi, comme moi, comme tout le monde, c'est bon. Tu vois. Et ensuite, tu reviens à une espèce de normalité, alors que je l'avais pas du tout teasé. Tu vois, je l'ai lâché comme ça. Mais forcément, quand il y a eu une absence ou un défaut de communication volontaire ou pas sur un point et que tu te mets à en parler d'un coup, forcément, c'est l'éléphant dans la pièce et tout le monde se met à en parler d'un coup. Et après, forcément, la tension revient à la normale et on retombe sur des bases saines. Donc, ça, c'était pour la dynamique de début. Et ensuite, maintenant, comme tu l'as vu, elle a une place qui est énorme dans ma vie parce que c'est avec elle que je partage ma vie. Je travaille avec elle maintenant aussi parce que c'est elle qui s'occupe de filmer et monter toutes mes productions audiovisuelles, toutes mes vidéos YouTube, pas mal de mes réels, même si j'en fais aussi, j'ai d'autres prestats qui s'en occupent, etc. Et on a surtout une dynamique stratégique d'avancer et de construction de notre propre dynamique, en fait, où on réfléchit sur comment est-ce qu'on va faire évoluer et mon contenu YouTube et les prochaines étapes de nos vies, où on s'épaule mutuellement et on est un vrai couple au sens multiforme du terme, tu vois, genre on est un couple amoureux, on est un couple professionnel, on est un couple social parce qu'on évolue aussi dans des univers qui sont complémentaires et on s'épaule sur toutes ces dynamiques-là. Elle va concourir pour Miss France cette année et tu vois, je suis évidemment à ses côtés depuis le début. Je la conseille, j'essaye de lui fournir et de lui prodiguer mon expertise sur tous les domaines que j'ai et que je maîtrise parce que j'ai fait plein de trucs qu'elle n'a pas fait et inversement, elle a une sensibilité personnelle, émotionnelle qui est incroyable et dont je m'enrichis tous les jours, tu vois. Donc on a une complémentarité qui est exceptionnelle et du coup elle a cette place qui est unique où parfois je la regarde et j'ai l'impression de me voir, tu vois. C'est souvent un truc un peu cucu que les gens disent oh maintenant c'est ma moitié, mais c'est pas ma moitié en fait. Parfois c'est juste ma moitié et parfois c'est complètement moi, tu vois. Et parfois elle est totalement différente et c'est parfait parce qu'on a à la fois cette unicité et cette dualité qui est hyper enrichissante en fait. C'est un peu côté c'est ma femme, mon ami, ma maîtresse, plus machin, ouais. Plus machin. Il y a un peu tout quoi. Et surtout on ne s'enferme pas dans un schéma qui est j'aurais pu être son mentor et elle aurait pu être un peu mon padawan, tu vois. Ouais, ou elle brille grâce à toi. Ouais, et j'ai eu ça dans certains de mes couples auparavant où j'étais avec des nanas qui étaient peut-être plus jeunes, peut-être moins expérimentées, peut-être moins avancées socialement, peut-être avec pas les mêmes dynamiques entrepreneuriales, etc. Et au bout c'est sympa au début parce que tu vois, tu brilles à peu de frais, on t'adule et tout. Et au bout d'un moment, c'est plus très enrichissant pour moi parce que j'ai besoin d'avoir du répondant. J'ai une grosse personnalité, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec des épaules en face. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est capable d'encaisser le dialogue. J'ai une grosse capacité de questionnement et d'analyse et je remets tout en question tout le temps et j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a ce pouvoir réflexif aussi, tu vois. Et avec Blandine, là-dessus, on se complète de façon incroyable. Donc, Ça me pense un peu à la phrase en anglais « hardest worker in the room ». Ouais. Et moi j'ai une phrase que je rebondis toujours dessus. Ça c'est une phrase que j'aimais beaucoup avant, ouais. En mode no pain no gain, je suis meilleur dans la salle. Et il y a une phrase qui vient de s'ajouter, que j'aime beaucoup, c'est que t'es pas dans la bonne salle. Tu vois. Ouais. Et en gros, si tu veux devenir meilleur de manière générale, il faut que tu t'entoures de gens qui sont meilleurs que toi. Forcément, si tu restes avec des gens qui sont bons, peut-être que tu fais le coq et t'as l'impression de te sentir bien, mais en fait t'es pas à la bonne place. En fait, c'est pas comme ça que tu vas progresser. Et je pense, par ce que tu dis de Blandine, elle t'élève aussi. Vous vous élevez tous les deux de l'autre côté, dans chacun des domaines différents peut-être. Mais je pense que c'est pareil avec ta femme en fait. Genre, je ne suis pas certain, à moins d'avoir une personnalité très égocentrée, je pense pas que tu puisses te complaire dans une relation où c'est toujours toi qui tires l'autre vers le haut et que ça te permet de te mettre en avant et de briller en fait. Enfin, je suis pas sûr. Je pense que tu as vraiment besoin d'une dynamique et d'un échange qui évolue en plus. Il y a des moments où je suis mal et elle va prendre un peu plus un rôle de leader sur certains plans de nos vies. Il y a des moments où elle est un peu plus down et elle a moins d'énergie et elle est préoccupée par certains trucs et c'est moi qui vais assumer, tu vois. Un jour on peut être à 70-30, un jour on va être à 60-40, j'en sais rien, tu vois. Il n'y a pas de schéma figé où on a chacun une place qui est stéréotypée qu'on doit occuper, tu vois, mais c'est beau en tout cas à voir et ça rejoint un peu le parallèle que tu faisais avec le bonheur avec ton fils, tu vois, genre j'ai été longtemps heureux célibataire et je me voyais pas en couple parce que j'étais pas tombé sur la bonne personne qui aurait pu me permettre de comprendre l'importance de ce truc-là et maintenant je suis infiniment heureux avec elle et pour autant je me considère pas comme en couple, tu sais, le sens de ah ouais non, je suis casé, non. C'est juste que je considère ma vie avec elle parce que c'est un atout autant que c'est une alliée en fait. Et ça n'a jamais été liability, une obligation ou un frein, tu vois, jamais. Donc j'ai zéro sacrifice à faire pour être avec elle en fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est que du plus.
façon, il n'y a pas d'intérêt avec une personne s'il n'y a pas de plus. Il faut mieux rester célibataire. Je pense que les gens se mettent parfois en couple pour les mauvaises raisons. Et à partir du moment où tu te dis qu'une relation, que ce soit une relation de couple, une relation professionnelle, amicale ou quelle qu'elle soit, tu vois, te pose plus de problèmes que ce qu'elle t'apporte ou que ce que toi tu peux apporter à la relation, c'est qu'il y a un petit souci, tu vois. Mais parce qu'on parle encore de Blandine, mais le but c'est, je rebondis dessus parce que il y a une vidéo à moi qui est sortie, At Home. C'est un film sur, donc, plus particulièrement sur ma femme, sur les compétitions aux États-Unis. C'est notre premier film, et je parle de ça parce que moi, je suis pas stressé du tout. Je suis un mec vraiment méga chill. Mais quand on arrive à une compétition, pour quelqu'un, j'ai vraiment les pétoches, tu vois. Et parce qu'en fait, je sais l'importance des compétitions pour nous, du moins pour ma femme, et le travail qu'il y a eu en amont. Et même si ça reste que du bodybuilding, qu'il n'y a pas vraiment d'argent directement par la compétition, bah tu sais les sacrifices, ou du moins pas le sacrifice, mais le travail qu'on a mis pour y aller. Et quand elle monte sur scène, je suis quelqu'un qui pleure très très peu, tu vois. Mais quand ma femme monte sur scène, j'ai vraiment la gorge nouée, je deviens un gosse, tu vois. J'ai les larmes aux yeux, je fais genre le bonhomme, tu vois, je serre les dents, mais je sais qu'au fond de moi, ça va pas, tu vois. Et là, c'était donc ta femme qui a participé à Miss Tarn-et-Garonne. Miss Tarn-et-Garonne, ouais, qu'elle a remporté. Ouais. Et j'ai juste vu un peu ta story, parce qu'on t'a vu hurler de joie quand elle a gagné. Qu'est-ce que ça t'a fait de la voir, c'est dans un monde complètement différent, qu'est-ce que ça t'a fait de la voir sur scène comme ça, et de la voir gagner, parce que je pense que mine de rien, il y a quand même de l'enjeu, parce que c'est une première étape. Ensuite, il y aura le reste. Mais qu'est-ce que ça t'a fait de la voir sur scène et de gagner comme ça? En fait, je crois que toi et moi, on partage ce trait en commun qui est que il y a toujours du stress, tu vois. Genre moi, je me suis toujours considéré comme très relax parce que j'ai une capacité à encaisser la pression qui est importante, parce que j'ai connu des niveaux de pression qui sont importants à mon échelle, mais enfin, tu vois, genre j'ai jamais fait la guerre, j'ai pas été sous les bombardements, etc. Donc voilà, on remet les choses dans leur contexte, mais à mon échelle de mec qui est né dans un pays qui n'était pas en guerre, qui a eu une éducation priorisée et qui du coup a dû tirer son épingle du jeu à la sueur de son front en se bottant un peu le cul, j'ai connu un peu de pression et je sais l'encaisser. Et j'ai toujours considéré que ça me permettait aussi de donner le meilleur de moi-même, tu vois. C'est aussi ce qui fait que j'aime le côté, tu vois, built-in public, construire des trucs en étant transparent avec les autres et tout, parce que je peux me planter à tout moment comme tout le monde, parce que je suis humain. Et le fait de le faire aux yeux de tous, ça rajoute une petite pression extérieure où tu dis, bon, passer pour un con à mes propres yeux, c'est déjà quelque chose, mais passer pour un con aux yeux de 250 000 personnes, c'est autre chose, tu vois. Donc ça rajoute un petit peu de saveur, mais j'ai toujours su encaisser ça. Et en fait, je pense que ce qu'on a en commun, c'est ce côté, quand tu arrives, que tu as fait tout le travail en amont de préparation et que tu n'as plus qu'à performer, à la limite, tu vois, genre, j'ai des potes qui sont boxeurs pro et ils disent le combat, c'est la préparation, l'entraînement, la diète. Quand tu arrives sur le ring, limite, c'est bon, tu vois. Genre, t'es toujours pro, t'es toujours investi dans ta mission, etc. Mais t'es tellement déchargé mentalement que c'est OK, let's dance, tu vois. Genre, maintenant, c'est bon, tu vois. Et en fait, quand t'es maître de ça, et que tu vois, genre moi j'ai fait une compète physique en modèle, mais quand t'arrives, c'est juste du kiff, tu vois. Le taf il est fait, t'es sur scène, éclate-toi, tu vois. Tu montes, donne toute ton énergie, souris, sois là pour les autres, sois généreux dans ton approche et tout. Mais toutes les heures de souffrance, les nuits de doute et tout machin, c'est derrière, tu vois. Sauf que quand t'es là pour quelqu'un d'autre et que t'es en backstage et que t'as vécu toute cette préparation, tout ce stress, tous ces sacrifices, tous ces renoncements, toute cette fatigue, et que tu es face à ça, et que toi, c'est pas entre tes mains, et que tu es encore potentiellement à une décision arbitraire ou pas de la réussite ou de l'échec. Qui est subjective. Franchement, c'est dur. Et là, moi qui suis pas stressé, quand j'étais là en coulisses pour son élection de Miss Tarn-et-Garonne, même si au fond de moi, rationnellement, je pensais qu'elle devait gagner, tu vois. Si j'avais été, et c'est pour ça que je suis pas aussi, si j'avais été juge, bah oui, j'aurais fait gagner parce que je lui aurais donné ma voix, mais au final, il y a toujours des injustices tout le temps. Toi, tu as jugé, tu as préparé des dizaines et des dizaines d'athlètes pour des compétitions de body, qui est un sport qui est censé être un sport objectif, mais qui est forcément soumis à la subjectivité la plus importante qui soit, parce que c'est des êtres humains qui sont en bas de la scène et qui jugent d'autres êtres humains, tu vois. Bah, tu sais qu'il y a toujours de l'aléatoire et qu'il y a toujours une place pour une erreur de jugement, une partialité, quelle qu'elle soit, etc. Donc il y a toujours un aléa, et c'est pas gagné tant que c'est pas gagné, en fait. Et donc, tant que tu es là et que t'attends et que t'es dans la pénombre en train d'essayer de soutenir ceux que t'aimes et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour aller au bout et que l'issue est pas encore certaine, bah t'as peur, quoi. Et ouais, j'avais les miquettes un peu. Et au fond de moi, tu vois, rationnellement, je savais qu'elle devait gagner, mais je pouvais pas m'empêcher de me dire putain,
me faites pas ça, tu vois, genre faites pas un truc de merde où on va passer les 3 mois qui vont venir à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que, alors qu'elle aurait dû, elle n'a pas gagné, tu vois. Et au final, ça s'est pas passé, donc nous verrons sur les prochaines étapes et je vais la soutenir avec la même énergie, la même ferveur, etc. Mais tu mets forcément, c'est pas une roulette russe parce que plus tu travailles, plus tu mets les chances de ton côté, mais il y a des paramètres que tu contrôles pas, tu vois, t'es pas, t'es pas dans une dynamique où c'est un sport totalement individuel et où tu vas aller chercher une performance qui ne dépend en vrai quasiment que de ton travail et de ton investissement. Là, à tout moment, tu peux arriver face à une autre nana qui est incroyable, qui a un pédigré de ouf, qui a une aura, un charisme, une sympathie, un physique à tomber et tu auras beau avoir donné le meilleur de toi-même, peut-être que tu n'auras pas la génétique pour et que tu vas finir deuxième, tu vois. C'est exactement ce que je dis à mes athlètes. Il y en a beaucoup maintenant avec la conquête au Procard, donc au carte professionnelle en IFBB. Et je trouve que c'est bien d'être ambitieux et de voir faire les choses que je suis, tu vois. Mais il y a des gens qui vivent à travers ça et que si ils se préparent pendant 16, 20, 24 semaines et qu'à la fin du compte, ils finissent deuxième, parce que comme tu dis, ça se peut ce jour-là, il y a un alien qui sort et qui bat, il aurait pu battre n'importe qui, la préparation, ça a été mauvaise. Et ça, c'est une anecdote que j'ai eue en 2020. Je me suis préparé pour la plus grosse compétition en amateur en France. Ouais. Et on était 27, Olympia amateur au Portugal. Okay. Et on était 27, je finis 3e. Et j'ai eu vraiment une centaine de messages. Et au moins 10% de ces messages, voire 15, qui m'ont dit pas trop déçu. C'était tu vois. pas trop déçu. Alors, en gros, pas terrible, tu vois, mais pas trop déçu. Et pour donner un ordre d'idée, dans cette compétition-là, peut-être qu'il y aura la vidéo, il s'appelle Sébastien Turel, qui est professionnel, qui est passé pro genre 6 mois plus tard. Ouais. Dans cette compétition-là, il a fait entre 23 et 27, tu vois. Pour donner le niveau de la compétition, tu vois, qui était vraiment incroyable. Et tout le monde m'a dit ça, et je me souviens que j'avais fait une story en disant, les gars, vous êtes des fous. Genre, et je parle même pas forcément que de niveau, c'est, en fait, les gars, je suis à 100%. Comment je peux être déçu du fait d'être 3e alors que je me suis pas menti à moi-même. J'ai tout fait bien. Donc, à la fin, le résultat, c'est juste, on va dire, la finalité, mais en soi, c'est pas ça qui va me rendre plus heureux. Donc bien, si évidemment, quand je vais finir premier, tu as une pro-card, tu vas à Olympia, peu importe, tu es super content. Évidemment, on se bat pour ça. Mais si tu le fais pas, par contre, qu'est-ce qui se passe? On doit se suicider, on doit pleurer sur notre sort, on arrête le sport. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font tout ça, pas pour les bonnes raisons, et qui pensent briller et être heureux juste parce qu'ils atteignent l'objectif. Et dans le cas de Blandine, là, elle va préparer donc, la step au-dessus, entre guillemets. Et comme tu dis, ça se peut, il y aura une fille qui sera sortie de nulle part. Donc j'espère, je croise les doigts, qu'elle gagnera. Mais malheureusement, si elle gagne pas, d'un côté, elle s'en voudra elle-même, mais en soi, elle pourra rien y faire, tu vois. Je pense que c'est pas grave. C'est grave et c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où, comme tu dis, à partir du moment où tu as donné le meilleur de toi-même, je pense que tu dois prendre et ton plaisir et ta satisfaction personnelle et tu vois, le fait que tu sois content de tes accomplissements et que tu dois sourcer ça dans l'approche, la dynamique, le chemin que tu as parcouru et pas simplement la médaille qu'on va te remettre, tu vois. Oui, si Blandine elle finit Miss France en fin d'année, ça va changer sa vie, évidemment. Comme ça a changé la vie de milliers de petites filles dans le monde qui ont été mises dans leur pays et qui d'un coup ont eu accès à une audience, à une attention publique, à une scène qu'elles ont méritée et qui d'un coup a changé leur existence probablement du tout au tout. Surtout si, comme c'est le cas de Blandine, tu as la capacité intellectuelle, émotionnelle, sociale de convertir ça ensuite et pas simplement d'être une reine de beauté pendant 1 an et d'être oubliée l'année d'après, mais que tu as en plus des compétences où les gens vont se dire « Waouh, en fait c'est un être humain incroyable, elle a des trucs de fou à amener au public. » tu vois. Mais en même temps, si tu n'y arrives pas et que tu finis 2e ou que tu vas pas à Miss France ou que voilà, ça t'aura appris infiniment de trucs sur ta vie, tu auras travaillé énormément sur toi-même et sur tout ce que tu as eu à apporter le jour du concours pour en arriver là. Et tu l'as dit, tu vois, si tu te mens pas à toi-même, tu as probablement plus à tirer de ce que tu vas apprendre dans le chemin qu'il va falloir parcourir pour arriver jusqu'au jour de la compétition que dans le simplement « Ah bah gros, t'es 3e, t'es pas trop déçu ». Tu vois, c'est dingue, mais est-ce que c'est parce que les gens ne voient que par le prisme de la réussite? Tu vois, genre, ok, ils connaissent McGregor, et après tu leur parles de, ok, José Aldo, c'est qui je sais pas, Michael Chandler, c'est qui? Enfin, tu vois, pour quelqu'un qui ne suit pas ces domaines-là, tu leur parles de foot, si les mecs sont pas amateurs de foot, tu leur parles de Messi et Ronaldo, ils voient qui c'est parce que c'est des têtes d'affiche, et ensuite, ils ont aucune idée de qui il y a à côté ou en face, donc... peut-être que c'est parce que les gens sont en fait totalement ignorants et qu'à part les têtes de série, ils voient personne d'autre et qu'ils considèrent que si tu finis pas premier de ce que tu entreprends, peut-être que ça n'arrivera pas jusqu'aux yeux et aux oreilles du grand public et que ça vaudra pas la peine d'être vécu. Mais toi et moi qui sommes passionnés de tout ça, on a cette dynamique qui fait qu'on est capable de voir l'intérêt et la valeur
du chemin, des difficultés et des efforts investis et pas seulement de la médaille et de la réussite de la fin, tu vois. Je partage complètement ça avec toi et je pense que le résultat n'est pas forcément une fin. Et de toute façon, comme tu l'as dit, peut-être que ce sera son destin si elle ne gagne pas ou à l'inverse si elle doit gagner. Mais elle rebondira, c'est ce qui est le plus important. Je dis toujours, et c'est ce comment je te vois, c'est je te trouve intelligent parce que pour moi, la définition d'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Tu vois. Et en fait, là, c'est quelle sera la qualité de Blandine à s'adapter à la victoire ou pas de Miss France ou l'étape d'avant, par exemple. Donc en soi, c'est que toi et toi seul qui décide ce que tu comptes en faire. C'est ce que tu te nourris de ta victoire, que tu nourris de ta défaite. Le plus important, c'est d'avancer, de prendre ça comme une leçon et puis aller le plus loin possible, quoi. Et c'est dangereux en même temps pour des mecs comme toi et moi, je pense. Enfin, dangereux. En fait, j'ai toujours considéré qu'il n'y a pas vraiment... Je ne suis pas à la merci de quoi que ce soit. C'est-à-dire que oui, je vais être triste. Oui, dans ma vie, je vais perdre des proches. Oui, il va peut-être m'arriver, je me suis pété la gueule dans mon escalier il y a une semaine, je me suis éclaté le coude, j'ai failli finir paralysé, tu vois, genre je sais pas comment, je suis pas fini en fauteuil. Donc oui, il va y avoir des aléas comme ça, mais en même temps, le fait d'avoir cette capacité à toujours s'adapter, le danger, je pense, vient du fait que tu te dis, bon bah si je réussis pas ça, comme j'ai plein d'autres compétences, que j'ai développé plein d'autres skills, je m'en sortirai toujours, je crèverai jamais de faim, j'arriverai toujours à faire un truc. Et du coup, cette espèce de sécurité latente où tu as une assurance de tes propres capacités à toujours pouvoir rebondir plus ou moins, tu t'exposes à des... potentiellement, tu t'exposes à, bon, bah, si je vais pas chercher la médaille, c'est pas si grave. Tu sais, quand tu es vraiment dans le dur, tu l'as vécu, quand tu es dans une prépa où t'en chies, tu vois, genre tu mets tout ce que tu as, tu as envie de renoncer et d'abandonner à tout moment. Si tu n'as rien d'autre, que tu n'as pas de famille, que tu n'as pas de soutien, que tu crèves la dalle et que vraiment ton accomplissement et ta réussite et les prochains mois et les prochaines années de ta vie dépendent du niveau d'effort que tu es encore capable d'investir, peut-être qu'à ce moment-là, tu vas aller au bout là où les autres vont se dire oh, vas-y, j'ai déjà un master, j'ai déjà une entreprise qui tourne, j'ai déjà... Pourquoi j'irais me faire chier à faire des trucs qui sont difficiles et sur lesquels on ne m'attend pas en plus parce que si j'y arrive, c'est génial, mais si j'y arrive pas, on n'attend pas ça de moi, tu vois, donc... Et je pense que le danger, il est là, en fait. Est-ce que tu penses que c'est corrélé au fait de ce que tu me disais tout à l'heure, où tu n'es pas excellent dans un domaine, et donc vu que tu es bon partout, tu ne veux pas aller plus loin que dans... En vrai, c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, sans chercher quelle est la cause et la conséquence, mais c'est peut-être à mon sens pour ça que j'ai jamais ressenti le besoin de devoir exceller pour me prouver quoi que ce soit, en fait. Okay. Parce que ma valeur, elle est ailleurs, en fait. Oui. Si un jour, j'essaie de faire un combat de boxe ou je sais pas, si je perds, je serais pas en mode putain j'ai perdu, je suis une merde. Non, j'aurais juste été moins bon que le mec qui était en face de moi ce soir-là, mais ça remet pas en question qui je suis en tant que personne, en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que, tu vois, genre... Je suis tellement défini par un milliard d'autres trucs dans ma vie que ce sera une facette parmi d'autres, en fait. J'adore ce que tu dis parce que c'est un truc que j'ai beaucoup dit par rapport à moi, ma musculature. On m'a dit ouais, au bout d'un moment tu vas arrêter la musculation parce que moi je suis un sportif et de base je viens des sports de combat. Et j'ai dit que d'ici peu, j'arrêterai le bodybuilding en compétition. Okay. Donc forcément, je vais un peu maigrir par choix. J'adore le crossfit et j'adore les sports de combat. Donc je pense que je ferai du crossfit, j'espère un jour plus ou moins au niveau, peu importe, s'en fout. Et moi, toujours dit, t'as pas peur d'être plus maigre, etc. Et je dis toujours cette phrase-là, c'est que je suis pas né avec des muscles. Moi, je m'apprécie vraiment en tant que Vincent, la personne, pas ce que je fais voir, entre guillemets. Donc demain, que je fasse 50 kilos ou 150, limite, ça me change rien. Donc, comme tu disais pour toi, si demain tu perds un combat de boxe, et que t'en as parlé sur tes réseaux et que tout le monde t'attend, bah, si tu perds, ce sera toujours Antoine au fond. Et moi c'est pareil. Donc je veux pas que les gens m'apprécient parce que je suis musclé, mais plutôt pour la personne que je suis et ce que je veux proposer aux gens, tu vois. Et tu vois, je pense que toi et moi, on a cette vista aussi de savoir que cette enveloppe, cette carapace, construire du muscle, etc., avoir une esthétique corporelle qui est flatteuse, c'est génial. Et quand on aura 60 balais, on va faire quoi, tu vois? Oui, moi j'ai envie d'être comme Frank Zane à 60, 70 ans et d'être encore en forme, d'être encore maître de mes moyens, pleinement autonome avec mon physique, etc. Mais tout le reste va prendre tellement de place. Qui tu es en tant que personne, la générosité que tu es capable de donner, ce que tu peux apporter aux autres, ta pédagogie, ce que tu transmets, toute cette valeur ajoutée qui est bien au-delà de simplement est-ce que tu as des bras de 45 cm ou pas. En vrai, on s'en bat les couilles. Tu vois. Oui, c'est cool parce que c'est inspirant pour les autres et dans notre milieu, dans le fitness, il faut quand même savoir un peu ce que tu racontes et être un peu en shape et tout. Mais tu vois, moi, j'ai jamais cherché à faire 100 kg de muscle parce que j'ai jamais placé ma valeur là-dedans. Et c'est aussi pour ça que j'admire aussi, comme toi, un peu les mecs qui ont cette pluridisciplinarité et qui sont pas forcément là où on les attend et qui sont capables aussi de décentrer un peu le prisme de l'analyse en se disant ok, je suis connu là-dedans, c'est là où on m'attend, mais j'ai envie d'aller faire totalement autre chose et de voir si je suis bon juste parce que ça me plaît en fait. Tu vois un Ragnar le Breton qui est
qui passe de... j'ai vu sa série sur Brut faite par Charles Villa qui est géniale. J'adore ce que fait ce mec d'ailleurs, et Charles et Ragnar, mais où le mec, c'est de ses propres mots, tu vois, c'est une petite crevure qui parce qu'il n'a pas eu de bol et qui grandit dans un truc un peu tumultueux et tout, finit par faire des sales coups et tout machin, finalement il est rattrapé par son amour du sport, et il fait du basket et il s'en sort bien et machin et tout, finalement parce qu'il a une personnalité totalement incongrue, il en vient à faire de l'humour et des one-man shows et les gens l'adorent parce qu'il a une humanité qui est incroyable et il cartonne. Maintenant, il a envie de se réaliser en tant que sportif à nouveau 10 ans après avoir quitté les terrains et partir à la MMA Factory pour aller faire son premier combat dans la cage et voir ce qu'il vaut et se prouver à lui-même qu'il est capable de relever ce défi-là. Tu vois, genre, je trouve ça super inspirant en tant qu'humain de montrer aux autres que tu n'es pas défini par ton tour de biceps ou juste le nombre de médailles que tu es capable de faire au Olympia, mais qu'on est plus que ça en fait. On est autre chose. Et au final, ça humanise vachement la dynamique et le discours. Et ça rajoute des strates aussi, tu vois. Moi, j'ai trop envie, pas forcément d'aller voir la performance de Ragnar dans une cage en tant que, je vais pas le juger en tant que combattant, tu vois, parce que même s'il est probablement bien meilleur que beaucoup de mecs, il sera probablement pas au niveau de tous les combattants pros qu'on peut regarder d'habitude quand on regarde un combat pour la qualité du combat, tu vois. Mais en tant qu'humain, en tant que personne, aller voir le parcours de ce mec qui s'est brisé, qui s'est cassé la gueule dans sa vie sur plein de trucs et qui se reconstruit, se réinvente et va de l'avant en réinventant une nouvelle facette de sa personnalité, c'est super intéressant, c'est trop cool. C'est clair. Et tu parles de compétition, mais tu en as fait un petit peu, tu as fait une compétition. Ouais, j'ai fait une compétition, j'ai fait Musclemania en 2014. Et donc, pourquoi tu as fait cette compétition-là ? Est-ce que un peu dans le style de Ragnar, tu as voulu peut-être te prouver quelque chose à ce moment-là ? Comment tu l'as perçu, cette préparation ? Pourquoi tu l'as faite de base ? Pour deux trucs, je pense. Et pourquoi tu n'en as pas refait depuis ? Alors, la réponse est dans la question, mais avec le recul, pour deux trucs. La première, c'est parce que je pense qu'à l'époque où c'était vraiment la genèse des réseaux sociaux, 2014, il y avait Instagram, mais à peine. Personne n'avait un business qui tournait grâce aux réseaux sociaux encore. J'avais même pas de chaîne YouTube. Moi, je consommais du YouTube en regardant des Américains faire des trucs, mais en tant que pure viewer, sans jamais considérer qu'un jour je pourrais produire moi-même et proposer du contenu. Donc j'étais à des années-lumière de ça. Mais en même temps, j'étais coach. En même temps, j'étais passionné de sport et d'entraînement. Et du coup, je commençais à bâtir une dynamique où j'avais quand même besoin, n'ayant jamais fait de podium ou de trucs, ou n'ayant pas de crédibilité sportive au sens validé par tu vois, des ceintures ou des académies ou des championnats, etc. J'avais quand même besoin de me dire, ok, si je veux être un coach peut-être à succès, si je veux inspirer les gens, etc., il faut quand même que je prouve que je suis capable de montrer que mes méthodes fonctionnent et de montrer aux autres que je sais de quoi je parle. Et peut-être que monter sur une scène de body et de montrer un peu que je suis capable de gérer une sèche, une préparation physique même sur moi-même et de vivre ça, c'est important, tu vois. Aussi parce que j'avais envie de le vivre moi-même, c'est que je me disais mais attends, je vais préparer des gens, je vais amener des gens à perdre du poids, à prendre du muscle, etc. Il faut que je sache ce que ça fait de l'intérieur, tu vois. Je peux pas dire aux gens de suivre un protocole de diète et un déficit calorique même extrême, poussé jusqu'à ce qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs si je l'ai pas déjà fait moi-même, tu vois. Si je sais pas vraiment ce que c'est qu'être dans le dur, être dans les tranchées, être vraiment dans les moments de renoncement où tu as envie de tout envoyer péter, tu rentres chez toi, tu sors du taf, t'as même pas envie d'aller t'entraîner, tu arrives à la salle, tu sais que tu as une séance à faire, tu restes couché par terre. Ça m'est arrivé, tu vois, pendant 1h30 à essayer de trouver l'énergie mentale, te dire allez, je m'entraîne, et t'es là toutes les 2 minutes à dire non putain, je suis trop claqué, vas-y, je rentre, je m'entraînerai demain, j'annule ma séance. C'est un truc qu'il faut vivre, sinon on peut tu pas comprendre. Tu peux pas savoir, tu vois. C'est Callum, tout à l'heure on en parle en amont, mais Callum Pro Coach, il avait fait un podcast là-dessus avec des Anglais, et il disait que lui a fait une seule compète. Et son coaching commençait vraiment à se lancer, et il s'est donné le défi de faire une compétition parce qu'il s'est dit je pourrais jamais coacher à haut niveau si je ne sais pas ce que ça fait d'être en prépa et d'être à 4% de BF. Et donc il a dit, je sais très bien que je n'avais pas passé pro ou quoi que ce soit, mais pour moi je me suis mis dans la rue exprès pour vraiment comprendre ce que c'était. C'est important, tu vois. La légitimité de me dire, ok, quand je dis à mon athlète, maintenant tais-toi, faut que tu bouffes rien, c'est ça. Je l'ai vécu. Tu vois, tu parlais de famille tout à l'heure, mais si un jour j'ai des enfants, tu peux pas éduquer tes enfants en exigeant d'eux des trucs que tu fais pas toi-même, tu vois. Je pense que c'est pas possible. Tu dois avant tout, enfin d'une certaine façon, tu dois avant tout être un exemple avant d'être capable d'exiger l'excellence ou le dépassement ou un niveau d'effort et d'investissement important des autres, tu vois. Ça veut pas dire que tu dois être champion du monde, mais au moins tu dois savoir ce que ça fait, tu vois. Tu dois avoir été là et je pense être capable de parler d'expérience, tu vois. Et pas forcément juste parce que c'est forcément les meilleurs champions qui font les meilleurs coachs, parce que je pense que c'est pas forcément vrai, et que pour être un excellent sportif ou un champion, il faut d'autres qualités que pour être un excellent coach.
Mais je pense que pour être un très bon coach, il faut au moins savoir ce que ça fait. Pas d'avoir été un champion, mais au moins d'avoir mis le nez et mis les mains dans le cambouis et savoir ce que ça fait que d'être dos au mur et tu vois, vraiment dans le dur et de savoir comment tu vas réagir en tant qu'humain, quoi. Puis parce que tu peux t'identifier, tu connais les émotions, tu sais ce que ça fait. Et moi, j'ai une facilité à communiquer, mais pour communiquer, j'ai besoin d'avoir vécu les choses, en fait. Je ne peux pas parler de façon totalement idéaliste de trucs que je ne maîtrise pas, parce que ça n'a aucune valeur, en fait. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième, c'est juste que j'adore les challenges et que je suis passé, tu vois, j'ai découvert la musculation vraiment assez tôt, en fait, parce que quand j'étais en prépa en 2006, déjà, je préparais Saint-Cyr, qui est une école militaire, et j'avais besoin de faire du renforcement musculaire. Et il y avait une épreuve de grimper de corde, il y avait du sprint et tout, donc je me préparais comme je pouvais quand j'étais en prépa, en allant courir à minuit, en faisant des dips, des tractions, des pompes, des machins. Et j'ai toujours eu aussi dans mon éducation ce côté être fort pour être utile, donc être polyvalent et s'entretenir et prendre soin de la machine. Mais j'ai découvert en tout cas le monde du fitness et du body qu'une fois que, tu vois, j'ai arrêté d'être genre manager chez Abercrombie & Fitch et que je m'entraînais par passion et que je me suis dit, ah ouais, il y a aussi un monde où les mecs font ça pour vivre, parce que c'est une quête de perfection, de perfectionnement, de développement personnel et physique, d'excellence, et que tu as des mecs qui cherchent ce côté je vais toujours m'améliorer et m'entraîner et manger comme il faut, etc. Et quand j'ai découvert ça, en 2011-2012, je me suis dit, putain, c'est quand même stylé de pousser la logique de l'amélioration et du développement personnel et physique à un tel point que tu peux en arriver à afficher une shape qui va être le résultat de tes efforts et monter sur une scène, pas pour battre les autres, mais pour te battre toi-même et afficher la meilleure version que tu es de toi-même à un instant T. Et cette actualisation-là, tu vois, je trouvais ça cool. Et du coup, je me suis dit, l'un dans l'autre, c'est un bon moment et les planètes étaient bien alignées pour que je me dise, ok, je me mets un peu dans le dur, je fais cette prépa, je fais cette compète, on verra ce qui se passe. Et au final, tu vois, genre, je fais 4e, c'est totalement anecdotique, on s'en fout. Et les gens étaient pareils, genre, oh, t'es pas déçu d'être au pied du podium. Et j'étais là, mais les gars, j'ai la chance que dans ma caté, le podium c'était 4 passes, c'est genre, ce qui en plus a pas vraiment de sens, mais bah les couilles. Et moi, j'étais content de ce que j'avais fait, tu vois, et du parcours et de ce que ça m'a appris sur moi-même et de toute l'expérience que j'ai prise et que ensuite je peux retransmettre et partager. Et ça, j'ai une question cool. par rapport à ça, c'est, t'as fait une seule prépa dans ta vie, mais qu'est-ce que t'en as appris de ça? Parce que tu disais tout à l'heure, j'étais 1h30 par terre, en train de me demander comment j'allais faire pour me lever et faire ma séance. Est-ce que tu penses que tu as appris, est-ce que ça t'a un peu changé, même dans le côté professionnel? Parce que moi, je sais que, voilà, comme tu as dit, j'ai pas fait une guerre mondiale ou quoi que ce soit, mais une préparation, faut pas non plus croire que c'est facile. C'est loin de l'être. Pas tout le monde peut le faire, entre guillemets. Ou du moins, si vraiment tu as performé, je parle pas forcément de niveau, je parle vraiment en termes de body fat par exemple, juste de masse grasse, au bout d'un moment quand il faut être sec, c'est compliqué d'y aller, il faut faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et quand tu as une vie aussi à côté, parce que moi tu vois pour un exemple, bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis passé pro avec mon fils qui avait moins de 6 mois, je sais que quand j'ai fait cette préparation là, je me suis dit ça va être très dur, et finalement c'était limite l'une des plus faciles, parce que j'étais tellement pas focalisé sur moi que j'en oubliais le fait que ce soit dur. Parce que je m'étais mis toute l'énergie dans mon fils et dans ce que je devais faire. Je faisais mon cardio junior le matin en vélo, mon fils en portage et qui se ballottait le matin, tu vois. Et en fait, je me rends compte que dans la vie, mais en général, bon, pas pour tout évidemment, mais souvent c'est dur parce qu'on s'est dit que c'était dur, tu vois. Et les préparations, c'est souvent ça. Et toi aussi, tu as vécu, et je pense que déjà en amont, avant de commencer, tu t'es déjà dit ça va être super dur. Et parce que tout le monde m'a dit que c'était super dur, donc ça va l'être. Et en plus de ça, t'as peut-être pas l'expérience, les connaissances que t'as maintenant, t'as peut-être des erreurs, je sais pas. Je connais plein de gens qui commencent à faire des régimes à 0 carbs et compagnie. Fait des erreurs de ouf. Donc ça devient encore plus compliqué. Mais qu'est-ce que t'en as appris de tout ça Est-ce que tu t'es poussé à des retranchements où tu pensais pas pouvoir aller? Bien sûr. C'est marrant que tu mentionnes le côté psychologique parce que ce matin, j'ai traduit des nouvelles recherches sur l'effet nocebo des régimes. Et le fait que, quelle que soit la quantité, par exemple, de gras que les gens perdent au cours d'un régime, dans une expérience sous veille métabolique, tu vois, et ben, ils ont toujours l'impression d'être sous la contrainte et en restriction à partir du moment où dans leur tête, ils se disent « je suis au régime », tu vois. J'ai exactement ça pour avec mes athlètes. Il y a des fois, je leur commence une préparation, ils ont un écart par semaine, la semaine d'après pareil, mais vu que je leur dis « on commence la préparation », au bout de 2 semaines, ils font « j'ai faim ». Ouais, tu vois. Alors que le total calorique n'a pas changé. C'est ça, en fait. À partir du moment où tu as l'impression d'être observé ou de te mettre toi-même dos au mur, ça y est, ça devient difficile. Tu vois, genre, oh, je suis au régime. Alors qu'en fait, bah ouais, mais regarde, en fait, qu'est-ce que tes efforts et ton travail produisent comme résultat? 0, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs là-dessus sur ma prépa à l'époque. Enfin, j'allais dire ma première prépa parce que j'ai jamais refait de compétition. Mais par contre, je me suis refait des prépas
par moi-même, tu vois, par goût de l'expérience et de ce retour d'expérience et de ce que je pouvais en apprendre. Parce que j'ai eu aussi, tu vois, j'ai fait Ninja Warrior en 2017, j'avais envie d'arriver un peu en shape. J'ai eu des shootings après qui étaient importants. J'ai eu des moments d'apparence publique où j'avais envie d'être bien, où j'avais juste envie parfois, j'avais rien du tout, j'avais juste envie de me faire un kiff et de me dire ok, je me fais une petite prépa, je me pousse un peu pour réaligner les planètes aussi, tu vois, et te mettre dans la bonne énergie de je suis pas trop motivé en ce moment avec mon training, ma diète et tout. Ok, je me refixe un nouvel objectif et vas-y, boum, ça me recentre un peu, tu vois. Mais la première fois en 2014, en tout cas, j'ai fait les choses de façon beaucoup trop drastique. Malheureusement, j'avais pas du tout les connaissances que j'ai aujourd'hui en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et j'ai fait des erreurs, mais des trucs de débutant. Tu vois, sur ma diète, en 2014, j'avais vraiment que des connaissances de base sur qu'est-ce qui te permet d'être en bonne santé et d'optimiser ta santé sur le long terme, mais j'avais aucune connaissance spécifique réelle de qu'est-ce qu'il faut mettre en avant ou sur quel levier il faut jouer pour optimiser une préparation dans un time frame donné et aller chercher une perte de gras, une préservation de la masse musculaire et surtout une préservation de la qualité de vie, du niveau d'énergie, de la qualité du sommeil, de la réduction du niveau de stress, de l'anxiété, de l'impact de tous ces facteurs sur l'intégralité de ta shape et de ton mood. Tout ça, j'étais totalement débutant. Ça me fait penser à un truc, parce qu'en fait, je pense, tu me confirmeras les choses, mais ouais. Je pense qu'à ce moment-là, tu étais dans l'optique de faire plus en espérant que ce soit mieux. De ouf. Et ouf. Et j'ai à rebondir là-dessus parce que moi, je dis souvent less is more en anglais. Et en préparation, il y a plein de gens qui pensent que moins ils mangent, plus ils font de cardio, ouais. mieux c'est. Ouais. Et en fait, une préparation, si c'est si facile, entre guillemets, tout le monde serait sec, tout le monde serait beau, etc. Exact. Et là où il y a la différence entre faire un régime et faire une sèche, pour moi, c'est là où réside le fait de garder toute ta masse musculaire et préserver donc cette masse musculaire et sécher un maximum. Et ça se passe dans absolument tout, que ce soit dans ta diète, dans ton entraînement. Moi, je fais une préparation avec mes athlètes, tout change. Et c'est pas tout change en mode tout l'entraînement change parce qu'on est en préparation, il faut faire plus de reps. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste sur le fait de, ok, comment tu récupères. Si tu fais, une bêtise, 18 séries par séance, est-ce que ce serait pas mieux d'en faire 14, j'ai une bêtise, au bout de 3 semaines, parce que tu récupères plus. Tu vois, tous ces trucs-là. Et ce qui fait qu'avec le temps, finalement, peut-être pour ça aussi que à ton dernier régime, je l'avais suivi un peu sur YouTube, je pense que c'était sur ton meilleur physique pour moi, et je t'ai pas senti, je dis pas que c'était facile non plus, mais non. Je t'ai pas senti en détresse, quoi. Mais en fait, j'ai soustrait tout le côté, je suis au régime, je suis dans le dur, ça va être difficile, toute la pression auto-induite du fait d'être en restriction. Je me disais, non, en fait, j'adapte mes calories à la limite, tu vois, genre, et rien ne change sur quasiment mon training, et juste, je manage ma charge d'effort et ma charge mentale sur le long terme pour que ce soit le plus simple possible. Et là où j'ai progressé, c'est essentiel, et c'est aussi ça, je pense, sans me jeter des fleurs, tu vois, genre, je pense que je fais les choses bien mieux aujourd'hui, aussi parce que j'ai progressé sur ces plans-là, et qu'à l'époque, je me mettais à la rue sur des trucs, ne serait-ce qu'en nutrition, tu vois, genre maintenant. Enfin, j'ai quand même sorti des formations, tu vois, comme la diète flexible, qui par définition s'enrichissent de cette expérience que j'ai eue par défaut à l'époque, parce que j'ai fait des trucs comme, tu vois, genre manger le moins de calories possible, mais maintenir dans ma diète 4 cuillères d'huile d'olive pour avoir mes bons lipides, tu vois ce que je veux dire? Genre un volume de bouffe ridicule, dérisoire, mais par contre, j'avais mon huile d'olive et j'étais bon sur les lipides, tu vois, et je crevais la dalle à côté, tu vois. Donc, des erreurs qui sont des erreurs de débutants et sur lesquelles j'ai progressé infiniment, mais je pense que encore une fois, tu vois, l'expérience n'est claire que le chemin parcouru et tu ne peux pas savoir à quel point c'est une connerie de faire les choses de cette façon-là, à moins de les avoir faites, d'en avoir souffert, d'avoir vu à quel point c'était sous-optimal et d'avoir ensuite trouvé, parce que tu t'es dit je ne peux plus le faire, j'ai plus envie, trouver des solutions pour améliorer tes process et te dire ah ouais, finalement, il y a moyen de faire les choses de façon beaucoup plus sympa, beaucoup plus intelligente, beaucoup moins pénible, beaucoup plus optimale, avec beaucoup moins d'efforts, avec beaucoup plus de rentabilité. Et au final, pas être le mec qui traîne sa croix en mode no pain, no gain, comme on en a vu des milliers dans le body français, mondial et partout, où tu vas simplement te féliciter pour ton degré d'effort, mais qui n'est pas pertinent parce qu'il est débile, il est mal investi, il n'est pas proportionnel à ce que ça peut t'amener comme résultat. Et au final, te faire doubler par des mecs qui sont pas forcément plus travailleurs, pas forcément plus bornés, mais juste plus malins, plus optimal et plus concentré sur qu'est-ce qui va être les facteurs clés de succès sur lesquels je vais pouvoir vraiment fournir un vrai effort qui va faire une montagne de différence et quels sont les trucs sur lesquels au final on est en train d'enculer des mouches et on s'en fout et que je le fasse ou que je le fasse pas, ça aura une pertinence dérisoire. Tu vois. On contrôle que ce qui est contrôlable, tout simplement. Ça se prend la tête sur les futilités. Clairement. T'es naturel. J'ai une question que j'avais posée à Nassim à l'époque, je connaissais bien Nassim Saïdi, tu vois, sur le fait d'être naturel. Donc je pose la même chose, c'est pourquoi tu es resté naturel
Parce que tu fais ce sport depuis très longtemps, tu aimes vraiment ce sport, tu aimes le sport de manière générale, mais tu aimes quand même la musculation. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas passé le cap, étant donné que tu es quand même quelqu'un qui veut... tu as dit que tu veux des challenges, etc. Pourquoi tu t'es pas fixé de challenge? Moi, dans mon cas, tu vois, je me souviens, j'ai fait ma première compétition comme toi. Moi, c'est 2016, Monsieur Mania. Donc vraiment, on a similitude là-dessus. Et ça faisait à peine 2 ans que je m'entraînais. J'avais vraiment un bon physique, je trouve, que pour 2 ans de musculation. Et à l'inverse, je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si j'étais pas naturel, tu vois. Et en fait, moi, j'ai un peu ce trait de personnalité qui est un peu curieux. Et on m'a toujours dit, c'était chargé, c'est facile, en gros. On m'a fait comprendre ça, tu vois. Et on m'a dit, mais c'est facile, il est chargé. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué avec le temps, c'est quand j'étais naturel, quand je voyais un mec meilleur que moi, je me disais qu'il était chargé. Et une fois que je suis passé du côté obscur, quand je voyais un mec qui était plus balèze que moi, je me dis, il est encore plus chargé que moi. Tu vois le truc? Je pensais que tu allais me dire, non, je pensais qu'il. Non. Je me disais, il est encore plus fort que moi et il s'entraîne encore mieux. Non, et tu vois, c'est ce que je voyais les gens en fait dire ça. Et moi, ça m'énervait. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de le vivre. Tu vois, au bout d'un moment, ça sert à rien de dire comme les autres. J'ai envie d'être curieux et me dire, ok, qu'est-ce que je vaux? Et est-ce que la réalité, c'est ce que je pense ou pas du tout, tu vois? Bon, finalement, j'étais vachement déçu quand même, entre guillemets. Mais toi, pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi déçu? Déçu de par le fait... Après, bon, j'ai pas non plus la meilleure génétique du monde, peut-être. Mais je pense qu'on se fait toujours une tonne d'a priori, mais positif par rapport à la chimie. D'attendre de ce que ça va changer ta vie, ça va révolutionner ton physique. La première fois que j'ai eu ma première injection, j'étais en mode, je te jure, je me suis dit, je vais devenir Mister Olympia. Mais vraiment, j'étais en mode, ok, j'ai une sacrée shape de base, je me suis dit, ça va être un truc de fou. Et en fait, je me suis fait une idée qui, c'est pas... Tu vois, ce qui est marrant, c'est que, après première cure, en plus, je ne connaissais rien, donc tu fais ça n'importe comment, entre guillemets. Avec mes connaissances de base, je n'ai pas voulu faire ça n'importe comment non plus, mais voilà, tu sais, comparé à maintenant. Et après cure, quelques mois après, j'avais un moins bon physique que naturel. D'accord. Parce qu'en fait, mon système hormonal était complètement déglingué. Et donc en fait, mon corps il tournait plus très bien. J'avais un taux de testo qui était proche de 0. Plus rien fonctionnait. Donc en fait, mon corps il a fondu. Donc en fait, j'ai fait une cure. Et si je fais l'état des lieux 1 an plus tard après cette cure, j'étais moins bien, moins sec, moins gros. Bon, après, tu as quand même réussi probablement à inverser la vapeur et à retomber avec sur les tes connaissances. pieds, Et puis j'ai pas voulu refaire la même bêtise, tu vois. Mais dans tous les cas, même au-delà de ça, même maintenant, si je fais l'état des lieux, et j'en parle souvent en story de manière générale, ça le fait pas. Et c'est parce que je prends des produits entre guillemets qu'il faut le faire et que c'est bien. Je le fais parce que c'est une curiosité personnelle et parce que je travaille dans un domaine qui nécessite la chimie, non, faut pas se mentir, surtout à haut niveau, que ce soit homme ou femme. Et en fait, si je maîtrise pas mon sujet, je peux pas le proposer à quelqu'un entre guillemets. Donc voilà, et c'est pour ça que je reviens sur le fait de je finirai pas bodybuilder parce que je fais ça plutôt comme une expérience. Voilà, donc je vais pas faire du bodybuilding et prendre la chimie jusqu'à mes 50 ans. C'est pas du tout ce que je veux. C'est pas je suis addict à ça. Moi, je suis quelqu'un qui est addict à absolument rien dans la vie, mais vraiment rien. Et je vois ça comme une passade et un moyen d'apprendre des choses dans un domaine qui me plaît vraiment, tu vois. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, à l'inverse, font les apprentis chimistes en apprenant sur les gens. C'est pas mon truc. Donc voilà. Donc je reviens à ta question, mais je vois. Voilà. La réponse, elle est complexe. Elle est riche, elle est complexe parce que je me suis longtemps posé la question. En 2018, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Le naturel à l'heure des réseaux sociaux, un truc comme ça, où je questionnais vraiment la pertinence du dopage et en tout cas la place que le dopage avait sur les réseaux sociaux et la réussite et les trajectoires de réussite sociale, entre guillemets, notamment sur les réseaux, tu vois, de mecs et de nanas qui se dopaient. Et en fait, je pense que je me posais pas forcément des mauvaises questions, mais en tout cas, j'ai pas de meilleures réponses, mais j'ai de meilleures questions aujourd'hui, dans le sens où je voyais vraiment ça sous l'œil et de la jalousie, parce que d'un côté, je ne faisais que comparer des physiques, en fait. Je voyais des mecs qui savaient pas s'entraîner, qui connaissaient rien à rien et qui avaient des meilleurs physiques que moi, sans avoir des meilleures génétiques, juste parce qu'ils étaient chargés, tu vois. Et du coup, je me disais, mais attends, ok, c'est injuste, c'est le principe, mais en plus de ça, les mecs ont une meilleure audience, un public plus large. Du coup, ils arrivent à drainer une réussite sociale, entrepreneuriale plus rapide et plus instantanée parce qu'ils disent un truc et c'est « Oh, regardez mon super programme 3000 pour prendre des pecs » alors que les pecs, je les ai faits en 2 mois et demi. Et que, tu vois, quand je tombais sur des mecs qui avaient commencé l'entraînement après que moi, j'ai fait des compètes et qui maintenant faisaient genre 120 kilos,
savait pas s'entraîner, connaissait rien à rien et donnait des conseils à tout le monde, tu te dis, il y a une injustice dans cette industrie qui fait que il y a une certaine ingratitude, tu vois. Et à l'époque surtout où, en 2018-2019, les discours ouverts sur les produits, sur les stéroïdes androgènes anabolisants, c'était nulle part. C'est-à-dire que encore un peu en Angleterre, aux États-Unis, tu avais 2-3 trublions qui ouvraient un peu leur bouche. Tu avais Josh Bridgman, tu avais TM Cycles qui en faisait un peu. Aux États-Unis, tu avais 2-3 mecs et tout. Mais en France, c'était nulle part. C'est-à-dire que c'était la boîte de Pandore qu'il fallait pas ouvrir. Tous les mecs étaient chargés, personne n'en parlait. Tout le monde mettait sur son profil naturel. C'était la grosse blague à l'époque. Et tu as des mecs qui étaient obligés de mentir aux expos, à leurs fans sur YouTube, partout, en disant ouais, bien sûr, je suis naturel, des nanas avec des cordes vocales grosses comme mes bras canisses, tu vois, genre, enfin. S'il te plaît, tu vois. Et ça me gênait parce que, en fait, c'était pas la question du dopage qui était en cause, c'était la question de l'intégrité, en fait. C'est vraiment de qui tu es et est-ce que tu n'es pas juste en train de développer tout ce que tu fais sur un mensonge, tu vois. Et ça me rendait ouf. Et je me disais comment tout le public et toute l'audience de ces gens-là peut continuer à leur faire confiance alors que même la base de leur identité en tant que personnage public, sportif et athlète est construite sur un mensonge, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai chillé un peu avec ça et j'ai pris du recul surtout, tu vois, je pense avec le Covid, j'ai reconsidéré beaucoup de trucs sur l'équilibre, le bonheur dont on parlait tout à l'heure, la vie de famille, etc. Et je me suis mis à être beaucoup plus tolérant sur le fait que chacun pouvait faire ce qu'il veut, que c'est pas parce qu'il y avait des petits cons qui débarquaient dans cette industrie et qui avaient pignon sur rue en 1 an et demi juste parce qu'ils étaient chargés, que ça devait, tu vois, m'amener à prendre ombrage et à remettre en question ma propre réussite ou ma propre satisfaction, mon propre bonheur, et que mon plaisir de faire ce que je faisais ne devait pas dépendre de la réussite des autres. Déjà, ça m'a calmé sévèrement, tu vois. Deuxièmement, j'ai largement compris que même si avoir un physique sympa et être musclé, c'était génial, c'est pas ça qui faisait ma valeur ajoutée, tu vois. Genre, je pense pas que les gens suivent Antoine Fonbonne parce qu'il a le meilleur physique au monde, tu vois. Ouais, j'ai eu et j'ai peut-être encore pour certains un physique qui est cool, qui a un objectif et j'ai toujours été polyvalent et sportif et actif et tu vois, ça c'est stylé. Mais je pense pas qu'il y ait des mecs, enfin il y en a, je sais qu'il y en a, mais c'est malsain, mais qu'il y ait des posters de moi dans leur chambre, tu vois. Mais bref, c'est un autre débat. Mais je vaux mieux que ça, sans aucune condescendance pour les gens qui basent leur valeur ajoutée sur leur physique. Mais j'ai tellement d'autres trucs à apporter dans ma vie aux autres que ouais, mon physique c'est cool et si je peux être en pleine santé et continuer à vivre de ma passion pour le sport parce que j'adore m'entraîner, j'adore découvrir des nouveaux trucs et partir faire des randos, de l'escalade, du parachutisme et machin et tout pendant encore 50 ans, c'est génial. Mais c'est pas le but, tu vois. Enfin, c'est mon physique, je vais le perdre. Comme toi, un jour, on sera peut-être grabataire, un jour, on pourra plus se lever, on sera en fauteuil roulant et tout. Bah, il faudra quand même qu'on soit capable d'apporter autre chose à la vie et à la vie des autres que juste, ouais, ok, j'ai des gros bras, tu vois, c'est cool. Donc, j'ai beaucoup relativisé ça là-dessus. Et après, je me suis dit, pourquoi tu le ferais du coup ? Est-ce que c'est pour impressionner les autres ? On s'en fout. Est-ce que c'est pour t'impressionner toi-même ? On s'en fout. Est-ce que c'est pour impressionner les meufs ? On s'en fout, parce qu'on va pas se mentir, la plupart des nanas, sauf celles qui sont passionnées de body, préfèrent un mec avec un physique comme moi qu'un mec avec un physique comme Chris Bumstead même, tu vois. Même si moi, tu me dis demain tu prends le physique de Chris Bumstead, why not, tu vois, bref. Donc d'un petit côté, tu vois, la potentielle inquiétude ou l'incertitude de j'ai pas forcément une génétique qui est incroyable pour l'hypertrophie, j'ai pas les épaules ultra larges, j'ai pas les insertions qu'il faut, etc. Donc peut-être qu'en vrai, si je me chargeais, bah oui, j'accéderais forcément à un meilleur physique, ça me simplifierait la vie en termes de résultats parce que j'arriverais à faire du muscle beaucoup plus facilement et avec les connaissances que j'ai en entraînement, bah forcément ce serait un effet de levier très important. Mais peut-être que j'aurais jamais non plus un physique qui serait exceptionnel au point où les gens pourraient se dire ah ouais, ça valait quand même le coup de se charger. Tu sais, parfois les physiques de mecs chargés que tu vois où tu dis putain, ouais, quand même, tu vois. Parce que pour un que tu vois comme ça où tu dis ouais, solide, tu dis ah ouais. T'as 90 mecs dont tu n'es même pas capable de dire qu'ils sont chargés ou pas parce qu'ils ont des physiques dégueulasses. Tu vois. Tu vois un Chris Bumstead, tu dis ah, ça fait quand même rêver. Tu vois. Sauf que le problème, c'est que c'est pas parce que tu vas passer du côté obscur que tu vas ressembler à Chris Bumstead. Tu vois. Donc il y a déjà cette incertitude-là. Et surtout, le deuxième truc qui m'a fait me dire bah non, en fait, c'est la santé. Tu vois. C'est genre, est-ce que mon petit ego de me voir un peu mieux dans la vitre et peut-être pendant 5-10 ans de me dire ah putain, je suis quand même stylé et tout, c'est très YOLO. Tu vois. C'est genre, pour ça, je vais sacrifier potentiellement sur le long terme 10 ans de ma vie ou me faire un problème à la prostate dans 1 an et demi ou perdre mes cheveux ou tu vois, j'en sais rien. Tout un tas de trucs qui font que même si j'ai ces connaissances-là potentiellement, je peux arriver à réduire au minimum les effets secondaires indésirables, mais ils seront toujours présents, tu vois.
quelqu'un qui va te dire, enfin tu te connais bien mieux que moi sur ce domaine-là, mais je peux te faire prendre des stérols et te faire un physique de ouf sans aucun effet secondaire, bah, c'est un menteur, tu vois, parce qu'il y en a forcément et tu vas forcément t'exposer avec des effets cumulés. Plus tu vas prendre de doses, plus tu vas en prendre longtemps, bah, des conséquences qui sont inéluctables, tu vois. Donc est-ce que j'ai envie de jouer avec ça simplement pour être mieux à mon échelle, très clairement sur Instagram, dans mes vidéos YouTube et sur la plage, parce que ça n'est que ça, tu vois, genre je vais pas vivre de mon physique, je vais pas faire des compètes, enfin bah non en fait, tu vois. Et aussi, le dernier truc, mais une fois que tu l'auras goûté, j'ai beaucoup de potes qui m'ont dit ah, j'ai fait une cure, parce que je me disais je vais en faire qu'une seule. Sauf qu'une fois que tu étais là et que tu es monté là, tu n'as plus envie de redescendre en fait, parce que ta nouvelle estimation de toi-même, ton nouveau standard, il est là. Et une fois que tu t'es vu avec tes nouveaux yeux et que tu vois de quoi tu es capable quand tu envoies 250 ou 300 mg, bah pourquoi tu aurais envie de te recontenter de ce que tu avais avant alors que c'est si facile et que tu n'es qu'à une injection de pouvoir maintenir ça. Et en fait, tu en viens à déplacer ton point de satisfaction où tu étais très heureux de ce que tu avais avant parce que tu avais un super physique quand tu étais naturel, tu l'as dit, et au final, maintenant tu es chargé, tu as vu de quoi tu es capable et tu n'as plus jamais envie de revenir en arrière. Et donc potentiellement, alors que tu étais très heureux avec ce que tu avais, tu viens de t'ôter par le simple artefact de la comparaison avec toi-même le bienfait incroyable de pouvoir être satisfait de ce que tu as avec ton seul travail, parce que maintenant tu sais que bah, tu as été mieux et que bah, il suffit de te piquer encore une fois pour maintenir ça, et sans ça tu l'atteindras jamais. Après c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui je pense qui font ça pas pour les bonnes raisons, même s'il n'y a pas de bonnes raisons pour se doper, hein, faut bien juste le dire. Et c'est aussi, je sais pas si tu as déjà rencontré des personnes comme ça en salle, souvent ils sont un peu plus vieilles, 40, 50, 60 ans, et dis-moi à ton âge je faisais 110 kilos, et tu vois que le mec il vit que de comment il était avant, et en fait depuis il n'y a plus rien. Malheureusement, peut-être parce qu'il s'est blessé ou autre. Et après, moi, je l'ai fait en toute connaissance de cause. Et comme je l'ai dit, je le répète, je sais que j'ai aucune difficulté à revenir en arrière, mais parce que je savais quelle était ma démarche, tu vois. Je savais pourquoi je voulais faire ça. Même si, voilà, je le dis aussi en vidéo parce que j'en parle sans aucun problème, mais le but, c'est vraiment pas faire l'apologie des stéroïdes anabolisants, hein, bien au contraire. Le but, c'est, comme tu disais tout à l'heure, il faut bien dire une chose, c'est que 98% des gens vont être déçus en prenant des produits et que ça n'en vaut pas le coup du tout. Et tu parles de perdre de 10 ans de sa vie, il y en a plein qui vont dire ouais, je m'en fous, moi de mourir à 80 ans, mais on parle pas de ça. Vous êtes pas, on peut pas certifier qu'il vous arrive rien, et même quand c'est bien fait, entre guillemets, j'ai fait un réel là-dessus la semaine dernière par rapport aux femmes, il n'y a aucun coach qui peut vous certifier que vous n'aurez aucun effet secondaire, que vous n'aurez pas de problème de santé, etc. Il y a des choses qui nous dépassent génétiquement parlant, et s'ouvrir à ce domaine, c'est s'ouvrir à beaucoup de complications, et généralement on n'est pas vraiment prêt à les avoir. On est content d'avoir les côtés positifs, et quand on arrive à avoir quelques des côtés un peu négatifs de la chose, on se plaint, on se dit ah, je comprends pas, je suis en mauvaise santé, mais en fait c'est tout ce que tu as fait en amont qui a fait que tu en es arrivé là. Donc le but aujourd'hui c'est pas de faire l'apologie, c'est juste de dire faites attention à ce que vous faites. Je pourrais pas dire à quelqu'un de ne pas le faire forcément, mais je pense que ton raisonnement il est bien, il est bon. Et c'est bien une phrase où je vais clôturer un peu ce que je dis par rapport à ça, c'est le fait de qu'est-ce que ça t'apporte en tant que personne, bah, rien du tout. Même sur Instagram, même si t'es plus gros, qu'est-ce que ça change vraiment? Et c'est pour ça que je pense que ce monde du bodybuilding est très compliqué à vivre. Parce que déjà, rien que le côté préparation est très extrême. Sur le côté psychologique, mine de rien, c'est très compliqué parce qu'on a tendance à s'enfermer sur soi-même, à un peu être égocentrique, plus être sociable du tout. Si en plus ça, on mélange tout ça avec le côté produit, même si on a plein qui disent non, mais ça fait rien sur le cerveau, c'est pas vrai du tout. On le sait, même scientifiquement parlant, je prends l'exemple des 19 Nord par exemple, toute la case nandrolone, décadurabolin, trenbolone et compagnie. J'éternue, mais ne vous laissez pas interrompre. Il faudra mettre juste son plan sur lui quand il éternue. Ça a un impact directement sur le cerveau, et que ce soit à court, moyen, à long terme. Et les gens, ils négligent complètement ça. Donc, en bref, éviter les produits, surtout, ce serait cool. C'est, comme j'ai dit, c'est pas parce que vos meilleurs athlètes, vos plus grandes stars que vous suivez sur les réseaux en prennent qu'il faut en prendre. Restez loin de tout ça, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que c'est les meilleurs parce que c'est les meilleurs. Il y a un truc que je voulais parler avec toi, c'est ce qui revient, pas souvent non plus, mais du moins ceux qui m'apprécient pas beaucoup. J'ai une belle communauté, même si voilà, on n'est pas super nombreux, mais je pense être apprécié par une majorité de personnes, mais cette minorité qui m'aime pas, m'aime vraiment pas, tu vois. Et souvent, ce qui revient, c'est le fait que je suis
arrogant, entre guillemets, même prétentieux plutôt. Plutôt prétentieux. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a toujours... en fait, je progresse que en disant mes objectifs. En gros, je suis obligé de donner mes objectifs aux yeux de tout le monde pour me mettre psychologiquement et m'ancrer psychologiquement que je vais y arriver, tu vois. En fait, si moi-même j'y crois pas, je sais très bien que je ne pourrais pas le faire, tu vois. Donc, mon moyen d'extérioriser ça, c'est de le marquer, que ce soit dans un post, une story, etc. Et sauf que ça, généralement, ça ne plaît pas trop, surtout aux Français, parce que les Français n'aiment pas trop la réussite. Et je suis souvent pris pour quelqu'un de prétentieux, alors que je ne suis pas du tout, hein, je pense juste être ambitieux. Et c'est mon moyen à moi de me développer, de progresser et de me poser les bonnes questions. Comme en 2020, quand j'ai dit que j'ai fini 3e, cette année-là, j'avais marqué je passais pro. Et pourtant, je ne suis pas passé pro, tu vois. Mais ça ne m'a pas dérangé à la fin, parce que j'avais tout fait comme un pro. Voilà. Et toi, est-ce que, vu que mine de rien, tu risques quand même beaucoup de choses, tu as une belle communauté, mais est-ce que tu n'as pas aussi ce côté-là vraiment opposé où les gens te trouvent un peu. Toi, peut-être pas prétentieux, parce que tu ne fais pas prétentieux, tu es même très humble, mais est-ce qu'on ne te prend pas pour quelqu'un de plus arrogant, tu vois? Parce que c'est chiant. Quand on parle avec toi et qu'on se rend compte que tu es un peu bon dans tous les domaines, ça fait chier, tu vois. T'es en mode bon, il y a bien un domaine où il ne connaît pas, tu vois, mais tu parles bien, c'est marrant, moi j'ai souvent, depuis tout petit, bien avant les réseaux, eu beaucoup de monde qui pensait que j'étais arrogant et prétentieux aussi. Mais je pense que ça vient du spectre HPI, tu vois, j'ai été diagnostiqué surdoué quand j'étais petit. Et du coup, j'ai toujours eu un fonctionnement cognitif un peu différent des autres. Et en cours, petit, j'ai toujours eu des facilités, je comprenais vite, je percutais vite, ils m'ont fait sauter des classes, etc. Tu vois, parce que donc j'avais un peu ce côté tête d'ampoule. Et en même temps, j'étais sympa, j'étais sociable, je faisais rire les autres, j'étais bon en sport. Donc je pense que je me suis jamais fait casser la gueule ni raqueter mon goûter à la récré grâce à ça, tu vois. Mais il y avait ce côté un peu, les gens pensaient que j'étais arrogant jusqu'à ce qu'ils me parlent et qu'ils se disent mais tu sais, parfois ça m'arrive beaucoup moins maintenant parce que je pense que les gens, tu vois, au fur et à mesure de faire de formats comme ça et de se rendre compte que ça va faire 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux et les gens ils voient que j'ai pas changé, que je suis toujours pareil, tu vois, donc ils se disent il est accessible en fait et il est vraiment comme ça. Mais avant ça, il y avait beaucoup de gens qui, tu vois, quand ils me rencontraient, ils étaient un peu comme ça et au bout de 2-3 minutes, je sentais que ils se détendaient, ils disaient putain, t'es sympa en fait. C'est genre tu croyais que c'était pas sympa, c'est genre parce qu'il se faisait une image mentale peut-être du mec qui est un peu inaccessible ou hautain ou je sais pas, alors que je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie. Mais il y a aussi un autre facteur qui est que je suis un mec passionné et que si je suis dans un contexte ou une conversation, un truc qui me stimule pas du tout, je suis incapable de m'intéresser à ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que ou tu me passionnes et t'as toute mon attention, ou alors ça m'emmerde. Et ça devient de la gestion en fait, c'est de l'automatique et je retiens rien et je fais pas attention et je passe à autre chose et je suis dans ma tête en boucle sur d'autres trucs et je suis en train de réfléchir à des trucs qui m'intéressent plus, tu vois. Et du coup, quand je suis pas comme ça, je suis super connecté avec les gens, ils disent putain mais t'es vachement abordable et tout. Quand je suis en mode ça m'intéresse pas parce que ça commence à parler de télé-réalité, de trucs, je m'en bats les couilles, je suis pas là en fait. Donc oui, les gens ils se disent ah ouais, le mec est dans son monde, il se mélange pas à nous. Mais non, c'est juste que en fait, ce que vous partagez, ça m'intéresse pas du tout et je peux pas faire semblant en fait. Donc c'est triste, mais à la limite, je m'en fous parce que du coup, j'ai du temps de qualité à apporter pour les gens qui partagent les mêmes envies que moi et qui ont les mêmes envies, tu vois. Donc quand je suis avec ma famille et qu'on est en train de vivre des moments forts et tout machin, je suis à 100% présent, je suis pas sur mon tel et j'essaye d'être présent à ce que je fais tout le temps. Quand je suis avec mes potes, c'est pareil. Quand je rencontre des gens qui m'intéressent, c'est pareil, etc. Le reste du temps, si tu me connais pas et que tu me parles de trucs qui me gavent, peut-être que tu vas avoir l'impression que je suis un peu ailleurs et que peut-être je te snob ou tu vois. Donc je pense que ça a joué aussi là-dessus, mais c'est pas tant à mon avis pour le côté il sait tout faire et tout machin. Je pense pas. Peut-être. Je pense pas que ce soit vraiment ça en fait, tu vois, parce que des gens qui pensent que t'es comme t'es pas, il y en aura toujours, et des haters, on en aura tous, et tant mieux, tu vois, à la limite. Moi, je me remets beaucoup en question, donc dans les critiques, j'essaye de prendre le positif, tu vois. Quand des gens me disent, tu vois, c'est con, mais genre j'ai fait une vidéo avec Baysangour Shamsudinov, une star du MMA, de l'Ares français, un mec incroyable avec qui on a eu une connexion de ouf, etc. Et un peu comme toi, pendant tout le truc, on parlait, on échangeait de ouf. Moi, j'étais en mode comme un gosse parce que ce dont il me parlait, ça me passionnait. Donc, tu vois, genre, je parlais, j'étais super excité. Et du coup, je finissais ses phrases à certains moments.
Et il y a plein de gens, parce que tous les gens, la vidéo elle a fait plus de 100 000 vues, les gens qui sont arrivés sur la vidéo ne sont pas forcément des gens de ma communauté, donc ils ne connaissent pas cet aspect de ma personnalité. Et du coup, ils étaient là juste pour voir Baki et ils disaient putain, mais c'est qui le mec qui est en face, ferme ta gueule, laisse-le parler, tu vois. Et ça me faisait rire jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ça et je me disais ok, c'est peut-être que effectivement quand je suis très enthousiaste, j'ai tendance à prendre beaucoup la parole et à monopoliser un peu la caméra et tout, alors que c'était pas intentionnel, c'est juste que j'étais super enthousiaste et passionné par ce qui se passait. Et après j'ai appelé Baki, je lui ai dit t'as eu l'impression que je te coupais la parole et que j'étais limite malpoli et que mon comportement était déplacé. Il m'a dit mais pas du tout gros, c'est juste que sur le moment on connectait tellement, on était tellement en phase que c'est juste tu finissais mes phrases et je finissais les tiennes et on n'avait pas besoin d'aller au bout de nos paroles pour savoir ce qu'on avait envie de se transmettre et de se dire, tu vois. Mais quand tu le vois d'un œil extérieur et tu me connais pas, tu peux avoir cette impression. Je pense que Baki aurait eu un problème, ça l'aurait saoulé, tu l'aurais dit, je pense. En plus, il me l'a dit cash, il m'a dit non, gros, je te l'aurais dit direct, tu vois. Ouais. Et c'est pas du tout le cas, donc bref. Mais oui, il y aura toujours des gens qui sont pas dans ces interactions-là, qui voient pas ce que tu vis, ce que tu partages, la réalité de ta dynamique ou tes échanges avec les gens qui sont autour de toi et qui te jugeront de l'extérieur, tu vois, et qui penseront que tu es prétentieux et tout, machin. Pour revenir sur ce que tu as dit, parce que je trouve ça très intéressant, sur j'ai besoin d'afficher mes objectifs en public pour pouvoir me motiver pour les réaliser. Moi, c'est un truc que j'essaye d'éviter et d'arrêter de faire, parce que je l'ai beaucoup fait, et en fait, je me suis rendu compte que annoncer mes prochains mouvements à tout le monde et dire ce que j'allais faire, en fait, ça m'enlevait paradoxalement de l'envie de faire les choses et de la motivation, parce que par projection mentale et par tu sais, ce qu'on appelle en psychologie la pensée épisodique, où tu vois, tu peux t'en servir. Par exemple, si tu es à la diète et que tu as envie de tenir ta diète et que tu es en open space et que tes potes y ramènent une putain de galette des rois pour l'épiphanie, tu vois, bah, juste le fait de dire est-ce que j'ai vraiment besoin de manger une galette des rois, penser à ton prochain repas que tu as cuisiné, qui est stylé et qui est aligné avec tes objectifs et te projeter mentalement là-dedans, ça va te permettre de dire bon, bah, c'est bon, tu vois, d'envisager la satisfaction comme on parlait des sprinters et du Usain Bolt qui visualisent énormément les courses en F1, etc. C'est la même chose, tu vois. Pouvoir te voir et recueillir les bienfaits de la situation avant même de l'avoir vécu. Bah en fait, paradoxalement, si je le fais à l'inverse en me disant ouais, l'an prochain je vais faire ça ou je vais faire telle compète et tout, le fait d'en parler comme je suis très connecté avec mes émotions quand je parle et tout, je vais tellement décrire le truc et l'imager dans ma tête qu'à la limite, je vais retirer une certaine satisfaction de pouvoir déjà échanger sur le projet avec des personnes. Et du coup, bah, quand va arriver le moment de faire le travail et de faire les trucs ingrats pour arriver à créer ces résultats-là, bah, j'aurais moins envie de le faire parce que quelque part, simplement en parlant et en me projetant dans le truc, j'aurais déjà eu un peu, tu vois, les bienfaits de comme si je l'avais fait. Alors que si je ferme ma gueule, que je dis rien, que j'en parle à personne, la seule façon que j'ai de pouvoir jouir des fruits du travail que je vais éventuellement investir ou pas, c'est de faire le taf en fait. Et donc j'essaye d'arrêter de le faire parce que c'est un truc que j'ai beaucoup fait et j'ai pas envie de passer pour un mec velléitaire et j'ai pas envie au fur et à mesure d'être plus qu'une grande bouche qui parle et de dire des trucs et de pas les faire en fait. Donc en ce moment il y a plein de trucs que je fais et j'en parle pas et ça me va très bien et j'ai jamais fait ça avant et c'est jouissif pour moi d'aller à l'encontre de ce trait de ma personnalité qui a tendance à être hyper communicatif, hyper transparent et hyper ouvert, faire des trucs dans mon coin que personne ne sait. Et juste si j'ai un jour envie d'en parler, j'en parlerai, sinon je le garderai pour moi, tu vois, ça me fait kiffer. Après, je pense aussi ton rapport à la notoriété maintenant, vu que tu as beaucoup de gens qui te suivent, tu as tendance à dire les choses parce que, comme avec Blandine, tu as envie de faire voir, entre guillemets, mais en même temps, tu pas trop envie. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait que. Et je voulais parler de ça aussi, sur le fait, est-ce que tu l'as souhaité, cette notoriété, à l'époque, avant de commencer YouTube? Est-ce que tu t'es dit un jour, je veux être connu, je veux pas briller, mais est-ce que je veux que les gens me connaissent? Alors, il y a 2 étapes. Au tout début, pas du tout. Parce qu'au tout début, je voulais même pas faire de YouTube. Tu vois, je me disais juste, la dynamique de départ de ma création de contenu, ça a été, j'étais coach dans une salle et je finissais une séance avec un client et il me posait des questions qui étaient des questions basiques de est-ce que si je mange un croissant, je nique tous les efforts qu'on a fait en 1 heure? Bah oui, non, c'est plus complexe que ça, le bilan énergétique, machin. Enfin, tu vois, tu pars dans des explications basiques de trucs pour répondre à des concepts et des interrogations simples. Et en fait, j'ai expliqué ça pendant 10 minutes à mon client parce que j'étais passionné et que je voulais transmettre ça. Puis j'avais des clients à côté qui étaient là ou des mecs de la salle que je connaissais pas du tout, qui étaient posés avec leur gourde et leur serviette comme ça, qui écoutaient. Et puis quand mon client partait, il disait « Putain, c'est super intéressant, on m'a jamais expliqué ça comme ça et tout. Mais vous pourriez revenir sur la première partie, j'ai pas entendu, où vous compariez le métabolisme avec une Ferrari et une 2 chevaux, tu vois ?» Et j'étais là genre « Vas-y, bah, je vais refaire la même. » Et du coup, je refaisais la même. Et parfois, ça m'est arrivé que, tu sais, par effet de ricochet, j'explique une fois, puis une deuxième fois, il y en a un troisième qui écoute. Et à la fin, j'étais en astreinte dans la salle, je devais finir à minuit. Et en fait, je passais ma journée à... Alors, c'était intéressant, mais au bout d'un moment, je me disais, mais attends, je perds mon temps là. Genre, j'explique les mêmes concepts de base et surtout parfois des jours différents à des personnes différentes
toujours la même chose, parce que les gens comprennent rien à rien ou que ils ont les mêmes interrogations et les mêmes besoins, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus simple d'arriver à trouver un médium qui me permet de diffuser la même qualité de message, le faire une fois et ensuite je dis attends, tu veux que je t'explique ça? Tiens, j'ai fait une vidéo dessus, flash le QR code, va voir ça et tu vas tout comprendre, tu vois. Je me suis dit ok, c'est ça que je vais faire en fait. Je vais faire des petites vidéos, je vais les mettre sur Facebook, parce qu'à l'époque c'était 2015 ça, quand j'ai commencé à faire ça. C'était Facebook qui était 1000 fois plus influent qu'Instagram ou YouTube, tu vois. Je me suis dit, je vais juste mettre ça sur Facebook et quand mes clients me poseront des questions sur la diète, sur l'entraînement et tout, j'aurai une banque de données en fait, une banque de trucs, d'exercices, de réponses en vidéo qui pourront aller consulter et ça fera le taf, tu vois. J'ai fait ça, j'en ai mis 2, 3, 4 et tout. Et j'avais un pote à l'époque qui est Darko, qui maintenant a une chaîne à plus de 1 ou 2 millions d'abonnés, je crois, qui lui avait créé une petite chaîne sur l'entraînement et tout qui s'appelait Dreams. Et il avait 15 000 abonnés, tu vois. Et à l'époque, pour moi, j'avais aucun pote qui avait 15 000 abonnés sur un truc. Donc c'était un truc, wow, il avait réussi à cristalliser l'intérêt d'une audience et tout pour faire un truc à 15 000 abonnés, c'était ouf. Et il m'avait dit, mais gros, tes vidéos, elles sont géniales, prends-les de Facebook et mets-les sur YouTube. Tu vas voir, tu vas toucher une audience que tu touches pas. Ça va pas être juste les gens, tes clients, tes amis qui te suivent. Tu vas avoir accès, grâce à l'algorithme, à un public extérieur, tu vois. Je me suis dit, ok, je savais pas faire, tu vois. Genre, moi, j'avais toujours consommé du YouTube parce que je kiffais. J'avais une curiosité graphique et visuelle qui était que quand je voulais voir un truc, tu vois, j'aimais le parcours, les Yamakasi, j'allais taper parcours Yamakasi dans YouTube et j'allais chercher, tu vois. C'était un moteur de recherche pour moi. Et en fait, j'ai dit, ok, vas-y. Donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai pris mes vidéos, je les ai mises sur YouTube. Et là, j'ai basculé dans la deuxième partie de la dynamique où au début, c'était vraiment simplement un outil pour mon coaching. Et là, j'ai commencé à voir que le message que je destinais à mes clients de coaching, il était reçu par des gens que je ne connaissais pas du tout, que j'avais jamais vu, qui ne me connaissaient pas et qui trouvaient ça utile et pertinent. Tu vois. Et là, je me suis dit, oula, il se passe un deuxième truc. Tu vois. Là, il se passe probablement un truc qui est que si j'arrive à intéresser les gens qui me payent déjà et à leur donner de la valeur ajoutée, il y a peut-être des gens que je ne connais pas qui vont trouver que rien que cette valeur ajoutée, qui est pour moi un bonus pour mes clients de coaching, en fait, ça a une valeur de ouf et ils ont envie de m'entendre parler de telle et telle thématique et ils vont se mettre à me suivre et à valoriser le truc. Tu vois. Et là, j'ai commencé à en faire plus, à répondre aux besoins des gens qui me disaient « Ah, tu veux pas faire une vidéo là-dessus ?» etc. Je me dis « j'ai rien à faire. » Ils me posent des questions, j'ai du savoir ou de la compétence technique là-dessus. J'ai juste à répondre et à fournir, tu vois. Et j'ai fait ça, puis ça s'est développé, ça a commencé à marcher un peu, etc. Et maintenant, il y a cette deuxième facette qui est que je kiffe ça, je sais dans quoi je suis bon, je sais les trucs que j'aime faire, je sais les formats que j'aime faire, etc. Je sais à quel point j'aime jouer, expérimenter, tester de nouveaux trucs. Et maintenant, il y a ce côté compétiteur de j'ai envie de me réaliser là-dedans, tu vois. C'est-à-dire que ça fait 6 ans que je fais du YouTube, ça me ferait chier d'avoir 3000 abonnés, tu vois. Parce que je me dirais, est-ce que t'es... Pas parce que c'est un nombre et que c'est ton ego, pas forcément, mais surtout parce que je me dirais, est-ce que t'es pas en train de te mentir à toi-même, tu vois. Comme on en parlait, tu vois, un mec qui aurait fait 15 ans de body, tu fais 30e à toutes tes compètes et tout. Ouais. Bon, oui, tu te considères comme un athlète, c'est cool, mais est-ce qu'au bout d'un moment, tu n'aurais pas meilleur temps à investir ton énergie ailleurs? Parce qu'on a tous des journées de 24 heures, la vie elle est courte pour tout le monde, et à un moment, tu seras peut-être meilleur dans un autre truc, tu vois. Et si ça te fait kiffer, c'est cool, mais si ça te fait kiffer et que tu penses pouvoir atteindre l'excellence et que c'est jamais le cas, je prétends pas être un youtubeur excellent, tu vois, mais juste je me fais kiffer ce que je fais, j'aime ça, et puis je sais que ça sert à des littéralement dizaines de milliers de personnes parce que tous les jours je reçois des messages de gens qui me disent qu'ils ont transformé leur physique, qu'ils ont repris leur ligne en main, qu'ils ont perdu 40 kilos, qu'ils sont sortis de la dépression en allant voir un psy grâce à mes conseils sur l'ouverture, sur la santé mentale, etc. Tu vois, donc je me dis ouais, non seulement j'aime ça, et en plus ça a une valeur ajoutée pour le monde parce que les gens se reconnaissent dans mon message et ils aiment le suivre et ça leur apporte quelque chose au quotidien, donc vas-y, tu vois. Donc oui, il y a cet effet de levier où tu te dis, si j'arrive à être aussi pertinent et à amener cette valeur ajoutée pour 180 000 personnes, peut-être que si j'avais 1 million de personnes qui me suivaient, je pourrais faire 10 fois plus de bien autour de moi, tu vois. Et bien sûr, il y a ce côté égo qui est indéniable, qui est que, oui, même si c'est à double tranchant, tu vois, si tu es connu, grâce à ce que tu fais de ton travail, forcément, ça t'ouvre d'autres portes, tu vois. Entre un mec qui joue au basket à la MJC à côté de chez toi et un mec qui joue en NBA, forcément, tu as plus de trucs à apprendre de lui. Peut-être parce que juste il est meilleur dans ce qu'il fait et que du coup, les recettes de son succès, comment est-ce qu'il est arrivé à ça et comment est-ce qu'il a dépassé tous les obstacles de sa vie et tous les challenges qui sont inhérents à la vie de chacun, c'est plus inspirant parce qu'il a plus de trucs à transmettre, tu vois. Donc, améliorer la qualité de mon contenu et de mon travail, en fait, c'est la conséquence qui va potentiellement m'amener à avoir une meilleure notoriété, à être plus connu. Mais je ne cherche pas à être connu à tout prix, sinon j'aurais fait toutes les télé-réalités qu'on m'a proposées. J'en ai jamais fait. On m'a proposé de faire Koh-Lanta, on m'a proposé de faire Les Anges de la télé-réalité, on m'a proposé de faire Secret Story. Et tu vois, Koh-Lanta, je me suis posé la question, je me suis dit, putain, c'est stylé quand même, c'est sportif, il y a un côté abnégation, tu te mets vraiment dans le dur et tout.
Et en fait, quand j'ai vu qu'en dessous, c'était que des machinations de télé-réalité, de trucs scriptés, d'intrigues, de mecs qui sont mis dans le jeu juste pour te casser les couilles et faire du drama et tout, j'ai dit, mais ça m'intéresse pas, ça, tu vois. Genre, mon but, c'est pas d'être connu à tout prix, sinon tu vois, je serais parti vivre je sais pas où, j'aurais fait un OnlyFans et puis j'aurais 2 millions d'abonnés et j'aurais qu'à me mettre en slip, avec des trous pour les fesses et ciao, tu vois. C'est pas le but. Ok, c'est bien parce que tu parles d'OnlyFans, donc je pense directement à argent. On a tous les deux la chance quand même de travailler dans un truc qui nous passionne. Ouais. Qui plus est, on gagne bien notre vie. C'est quoi ta relation avec l'argent? Pour mon cas, ça reste quand même une façon de me motiver, mine de rien. Parce que je pense, je reviens sur ton point où tu disais, il y a le côté égo, mine de rien, de se dire... je gagne de l'argent, je fais autant par mois, etc. Donc, mine de rien, je pense qu'il y a le côté égo et qui est un peu sociétal aussi, tu sais, se dire je me place dans tel pourcentage de la population parce que je gagne bien ma vie, tu vois. Mais c'est plutôt dans le côté quelles sont mes limites, jusqu'à où je peux aller. Donc le but, c'est pas une course à l'argent, bien évidemment, mais je suis content de gagner de l'argent et que mes projets aboutissent. Parce que comme tu disais, si demain tu veux faire une compétition, pendant 15 ans, tu finis 30e, il n'y a pas de rentabilité. Donc si tu places tout ton temps, toute ton énergie, sans jamais rien gagner à la fin, il y a peut-être quand même un souci. Moi, l'argent, c'est comme le body, c'est comme mon physique, c'est pas du tout une nécessité. Il en faut pour vivre, entre guillemets, pour ma famille. Et c'est pour ça que je le fais aussi, tu vois, pour mettre de côté, protéger ma famille, mon fils, etc. Mais toi, c'est quoi ton rapport à l'argent? Est-ce que tu es quelqu'un de dépensé, mais en général? Est-ce que parce que tu voyages beaucoup aussi, ça coûte de l'argent, on va pas se mentir. C'est quoi ton rapport à cet argent, même du côté de ta famille depuis tout petit? Tu vois, c'est quoi? Comment tes parents t'ont inculqué ça? Comment ils... Alors, je voyage beaucoup moins qu'à une époque, genre en 2017-2018, par exemple, parce que j'ai moins l'occasion, parce que j'ai plus de travail maintenant aussi, et que ma dynamique entrepreneuriale prend plus de place, et que j'ai aussi cette conscience, même si ça en fait sourire certains, tu vois, c'est peut-être un peu égoïste de prendre 15 avions par an et d'être partout et de partir à l'autre bout du monde, etc. Et de penser qu'à sa gueule sur ce plan-là. Donc maintenant, j'ai cette conscience-là et j'évite. Mais en tout cas, l'argent, pour moi, ça a toujours été un moyen et pas une fin en soi. Tu vois, genre, c'est con, mais pour moi, j'ai été éduqué dans une famille de militaires. J'ai toujours eu à bouffer, j'ai jamais eu à me plaindre et on a été heureux quand on était petits. Mais mes grands-parents, ils n'étaient pas millionnaires et on n'était pas blindés, tu vois. Donc pour moi, quand j'étais à l'école, un dentiste ou un médecin généraliste qui pouvait gagner peut-être 3, 4, 5 000 euros par mois, c'était le bout du monde. C'est-à-dire que c'était le haut de l'ascension sociale possible. J'avais aucun exemple de gens à côté de moi qui gagnaient plus que ça. Et à part les hypothétiques success stories de joueurs de haut niveau dans des sports, de footballeurs, de machin et tout le reste, c'était ça, tu vois. Mentalement, j'étais capé là-dessus, je pense, et je me disais, si je travaille bien à l'école et que je suis sérieux et que j'ai de la chance et qu'il m'arrive rien de trop grave, peut-être qu'un jour, parce que je suis pas trop con, je pourrais gagner 3 4 000, 5 000 balles par mois et puis être heureux, tu vois. Et après, j'ai vu qu'il y avait infiniment de capacités de développement au-dessus de ça. Et puis, j'ai surtout vu que la plupart des gens qui gagnaient potentiellement plus que ça n'étaient pas forcément plus heureux, en fait. Et du coup, je suis content d'avoir mis le nez sur les études qui retracent le lien entre... tu vois, genre le revenu et le niveau de bien-être, par exemple, parce que c'est hyper important pour moi de comprendre et de transmettre aussi l'idée que gagner plus, ça ne va pas te rendre fondamentalement plus heureux. Et c'est pas juste un chiffre sur ton compte bancaire qui va faire que tu vas être une meilleure personne ou tu vas être plus content de ta vie, tu vois. Genre le chiffre, il évolue un peu avec l'inflation et tout, on en parlait tout à l'heure en off, mais je crois que dans l'étude qu'on avait, au-delà de, en gros, 70, 75 000, c'est en dollars, donc le niveau de vie américain n'est pas le même aussi, mais ça fait peut-être moins en France, tu vois, ça fait peut-être 50, 55 000 euros par an, 60 000 euros par an, je sais pas, peut-être 70. Au-delà, ça n'a plus d'importance. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives à payer l'éducation de tes gosses, avoir de la bouffe suffisamment, pas être stressé par « putain, si la machine à laver pète, est-ce qu'on a 1000 balles pour la changer ? Est-ce que si j'ai un dégât des eaux, ça me met dans la merde et je suis obligé d'emprunter de l'argent à ma famille et de me galérer à trouver un hôtel ? Ou est-ce que ça va, j'ai de quoi voir venir, tu vois ? T'as couvert ça et t'as un peu de loisir, tu peux partir en vacances de temps en temps, te payer une paire de pompes ou une montre ou un truc sympa si t'as envie, et puis te faire un peu kiffer, aller au ciné et tout. Une fois que t'as couvert ça, il reste quoi, tu vois ? Genre le reste c'est des fantasmes, tu vois. Et en vrai, le reste, même, je vais même te dire ce qui dépasse. Tu vois, j'ai été à des moments de ma carrière, entre guillemets, ma jeune carrière entrepreneuriale, etc., où, je gagne bien ma vie.
tu vois, je pourrais rouler en Porsche si je veux, je pense. Est-ce que j'en ai vraiment envie, tu vois? Alors oui, j'adore les belles voitures. C'est la même chose qu'avec le physique. Oui, c'est là où je veux en venir. Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que je vais être un meilleur en C'est la même chose qu'avec les produits. C'est en vrai, ça va t'apporter le côté de ah putain, je roule en Porsche, quand même, c'est stylé. Sauf que tu vas rouler en Porsche, mais tu vas avoir chaud parce que tu es en France. À chaque fois que tu vas la sortir, parce qu'on va te regarder mal, parce que tu es jeune, parce que tu es une nana qui est mignonne, on va dire ah bah ouais, forcément, il a une nana mignonne parce que forcément, les meufs mignonnes, elles sont vénales. Et voilà, tu vois. Tu vas la garer, tu vas avoir chaud, tu vas être en train de passer un bon moment avec tes potes, tu vas te dire est-ce qu'on n'est pas en train de me la rayer, est-ce que je vais pas me faire braquer au feu rouge et tout. Donc en vrai, oui, il y a des avantages, mais ça importe. Et ça apporte à ta vie tellement d'inconvénients potentiels qu'on ne mesure pas forcément quand on voit que il a une belle voiture, c'est stylé, que ça en vaut pas vraiment le coup, tu vois. Donc l'argent au-dessus de ça, pour moi, il n'a jamais été intéressant. Et en vrai, à partir du moment où je peux subvenir à mes besoins, être heureux et avoir le confort nécessaire d'avoir un toit au-dessus de ma tête, pouvoir avoir un environnement, tu vois, ce qui est important pour moi, en vrai, c'est ce que l'argent me permet d'avoir aujourd'hui, c'est-à-dire une maison ou un appart dans lequel je peux travailler en étant peinard, pas de travaux à côté, pas de bébé qui pleure, et Dieu sait si j'en ai eu, et c'est important, parce que j'ai besoin d'être capable de me concentrer et d'être productif. Avoir un endroit où je peux travailler, c'est-à-dire produire mon contenu, avoir accès à un studio, avoir accès à une agence où je peux filmer des vidéos, être peinard, d'avoir de quoi payer mes prestataires pour pouvoir payer des monteurs, payer des mecs, des caméramans si j'en ai besoin, payer des profs qui viennent faire des interventions dans mes trucs, payer des coachs qui viennent m'aider à coacher mes élèves, etc. Machin. Couvrir tous ces besoins professionnels et de développement. Et puis ensuite, me payer de la bouffe de qualité pour être en bonne santé, faire plaisir à mes proches, pouvoir emmener ma meuf en vacances une fois de temps en temps quand j'en ai envie. Et basta en fait. Et c'est vraiment juste un moyen en fait. C'est-à-dire qu'à la limite, si on pouvait payer autrement, l'argent que j'ai 10 000 balles sur mon compte ou 1 million, demain tu as un cancer de la prostate, il te reste 6 mois à vivre, ton million, tu ne vas pas l'emporter au paradis, tu vois, donc, ou ailleurs. Donc en vrai, à part tout ce que ça te permet de pouvoir construire dans ta vie et comme bonheur dans ta vie et dans celle des autres, tu te demandais si j'étais dépensier. Ouais, en plus, j'ai tendance à être assez dépensier. Tu vois, quand j'ai de l'argent, je suis pas un mec qui accumule et qui compte ses sous. Non, quand j'ai de l'argent, je peux faire des soirées, payer des trucs à des gens. Je suis relativement généreux. Je peux claquer de la thune dans des trucs qui n'ont pas de sens aussi. Tu vois, donc en vrai, j'ai pas besoin d'argent. Mon père disait quand j'étais petit, ouais, l'argent te brûle les doigts. Tu vois, il nous donnait de l'argent de poste et j'étais là, bon, qu'est-ce que j'achète? Genre, il fallait que je le dépense. Tu vois. Quand j'en ai pas, j'en dépense pas, tu vois. Quand j'étais en 2015-2016 et que j'ai fait ma transition des jobs que j'avais avant au coaching et que je galérais à rentrer dans une industrie qui était ultra compétitive et tout, je vivais en Asie du Sud-Est, je dépensais que dalle, j'avais une vie qui me coûtait rien, je vivais dans des hôtels miteux et j'étais super heureux, tu vois. Donc je connais cette vie-là, je l'ai vécue et j'aurais pas besoin d'avoir, 35 000 € par mois pour me dire ah, j'ai réussi ma vie, je suis bien, tu vois. Et ça, c'est une richesse parce qu'on ne sait pas de quoi la vie sera faite demain et que si même je me bats comme toi pour assurer ma stabilité et ma sécurité financière, j'ai pas besoin de ça vraiment et de cet argent qui dépasse l'entendement, tu vois, pour être heureux. En vrai, je pense pas. Ouais. Ça fait penser un peu à tous les joueurs de loto qui gagnent et qui finalement du jour au lendemain finissent tous malheureux en dépression parce qu'ils ont gagné. Tu sais qu'on a des études là-dessus, à la fois sur les gens qui gagnent au loto et à la fois sur les gens qui perdent un membre, où tu dis oh putain mais perdre un bras ça va être le pire truc de ta vie. Bah ouais, pendant 6 mois en fait, pendant 1 an, le temps que comme tu le disais, on est des êtres intelligents doués de facultés d'adaptation, le temps que tu apprennes à te réadapter. Ouais, tu vas plus pouvoir te brosser les dents de la même main, tu vas plus te branler pareil, tu vas plus conduire ta voiture pareil. Sauf que tu vas apprendre à faire les choses différemment parce que c'est ce que tu as toujours fait et que depuis que tu es petit, tous les challenges de la vie t'ont appris à faire les choses différemment. Et puis dans 1 an, ce sera peut-être même, c'est dur à envisager, mais ce sera peut-être même la meilleure chose qui t'est arrivée parce que ça t'aura amené à considérer les bonheurs des choses que tu avais dans ta vie et que tu considérais comme acquis, comme une super grande richesse. Et même si tu vas être plus malheureux que les pires le jour où tu vas perdre ton bras, le lendemain et les 6 mois d'après, peut-être que ça va t'ouvrir des perspectives que tu n'auras jamais envisagées, tu vois. Donc, pareil avec le loto, tu vois. Les gens, ils sont ultra heureux et après, ça leur apporte tout un tas d'emmerdes. Ils se rendent compte que les amis qu'ils pensaient avoir sont en fait des gros profiteurs, que ça pourrit leur relation de famille et que des gens sur qui ils pouvaient compter leur disent bah attends, t'as gagné 120 millions, tu peux peut-être me filer 1 million quand même, je suis ta mère, tu vois. Genre. Oui et non en même temps. Pourquoi, tu vois, genre, ça amène une dynamique aux relations qui est tellement biaisée, à mon avis, que tu vois les choses d'un œil tout à fait différent. Surtout quand tu n'as jamais gagné de l'argent de ta vie. Ouais, en plus. Parce que souvent, les gens qui jouent au loto, bon, c'est pas forcément ceux qui gagnent le plus. En vrai, ça veut tout et rien dire, mais c'est sûr que si tu n'as jamais eu d'argent de ta vie et d'un coup, tu touches 100 millions, on sait rien. Est-ce que tu as la capacité de le gérer? Est-ce que tu as l'éducation financière qui fait que tu vas être capable de l'investir intelligemment, de le faire fructifier, d'en faire quelque chose d'intéressant? Ou est-ce que tu vas juste partir à Punta Cana avec les 25 membres de ta famille qui sont au RMI et revenir faucher dans 6 mois? Je sais pas, tu vois. C'est clair.
Ce sera ma dernière question, parce que sinon on va parler beaucoup. On pourrait faire tout ça toute la soirée, je pense, mais ça va être long. C'est un truc que je voulais parler parce que j'ai eu la chance de voyager depuis tout petit. Ouais. Grâce à tes parents? À mes grands-parents. Mon grand-père, il était directeur international de Carrefour, tu vois. Et mes grands-parents m'ont toujours dit, je savais pas. Si tu arrives à l'école à avoir autant, t'as un voyage. En termes de notes? Ouais. Putain, c'est bon ça. Et en fait, c'est ce qui m'a un peu sauvé aussi, parce que mine de rien, mes parents ont divorcé tôt, et je pense, été un peu livré à moi-même, entre guillemets. Mes parents avaient aussi des problèmes, donc voilà, je peux comprendre. Donc je me suis réfugié un peu dans les jeux vidéo, mais de l'autre, mes grands-parents ont toujours placé un peu de confiance en moi, et ont essayé de me driver avec ce côté voyage. Ma soeur, par exemple, à l'époque, n'a pas du tout été attirée. Donc elle s'en est foutue, mais royalement. Mais moi, à l'inverse, j'étais super curieux déjà de tout petit, tu vois. Et à partir du moment où j'ai touché à mon premier voyage, je me suis rendu compte que le voyage, c'était ma plus grande passion dans la vie. Tu te souviens de ce que c'était ton premier voyage? Ouais. C'était quoi? Brésil. Ok. Mon vrai voyage. Parce que je suis parti en Europe de manière générale, mais un vrai voyage, c'était au Brésil. Génial. Et j'ai vu des autres facettes du monde, une population différente avec des gens qui ont beaucoup moins d'argent. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais du membre coupé. Il y a des gens qui, au Brésil, ils sont sans jambes, sans bras, dans la rue, tu vois. Et c'est la réalité des choses. Et tu te rends compte qu'on a peut-être de la chance en France. Parce que souvent, on a tendance à se plaindre, etc. Mais je pense qu'on n'a pas été voir beaucoup de pays pour se rendre compte de la réalité des choses. Et ça fait du bien. Ça fait du bien quand tu pars et que tu te rends compte que tu es quand même sacrément chanceux, tu vois. Et moi, j'adore le sport, mais je crois que ma plus grande passion, c'est le voyage. Parce que quand je voyage, je trouve que ça te remet un reset mental. Et des fois, tu prends des claques dans la gueule de personnes qui vont t'aider alors qu'ils n'ont pas besoin. Et des gens, tu vas voir des trucs que tu n'auras jamais cru voir de ta vie, tu vois. Et voilà, donc je voulais parler de ça parce que je sais que tu as beaucoup voyagé, plus que moi. Déjà, c'est quoi le voyage que tu as préféré jusqu'à maintenant et qu'est-ce que tu en tires de ces voyages? Tu parlais de vertus initiatiques des voyages. Je pense que un de mes voyages préférés, c'est probablement aussi le premier parce que ça a été le plus formateur. Tu vois, quand j'étais en Master 1, je suis parti tout seul et pas tout seul parce que je suis parti chez le père d'une ex qui vivait au Kazakhstan, mais je suis parti tout seul quand même là-bas. Et tu vois, on m'a aidé à trouver un taf et tout, mais je me suis trouvé un taf dans un environnement qui était russophone, kazakh, à Almaty, dans un pays dans lequel j'avais jamais foutu les pieds. J'ai débarqué, il faisait -25. Je parlais russe comme une vache espagnole. J'étais vraiment une daube à l'époque. J'ai pris des cours depuis et machin, j'ai dû me perfectionner, mais à l'époque, j'étais vraiment à la cabane et j'ai dû m'épanouir dans un environnement professionnel comme ça et trouver un job dans une culture qui était totalement pas la mienne, avec des gens qui avaient une tronche qui n'était pas la mienne, où je dénotais complètement dans la population. J'avais vraiment l'air d'un étranger, tu vois. Et c'était la première fois pour moi. J'étais ultra jeune, j'avais 20 ans. C'est ultra formateur, j'avais 20 ans je crois. C'est ultra formateur, tu vois, genre apprendre cette rusticité-là, débarquer dans un pays qui est clairement pas un pays développé, où franchement le niveau de vie il était ultra bas, où c'est la famine, où t'as des mecs qui crèvent de faim dans la rue, où tout est dur, tu vois, genre c'est ultra formateur. Et la même année, 6 mois après, je suis parti pour la première fois tout seul en Thaïlande. Alors là, du coup, tu vois, paradoxalement enrichi du fait d'être ultra sur mes gardes, de tout planifier, de faire attention à tout, parce que le Kazakhstan, c'est limite dangereux sur ces plans-là, tu vois. La police est ultra corrompue, enfin, t'as des réflexes culturels à avoir, que si tu les as pas, tu te mets dans la merde. Fort de ça, aller en Thaïlande, où tout est facile, tout est simple, tout est accessible, et là, je suis parti pendant 6 mois, et j'ai fait le tour des camps de boxe, et où je vivais dans les camps, je faisais une étude culturelle sur la transmission des valeurs de la boxe, et l'éducation des enfants dans les camps de boxe, etc., machin, genre... C'était incroyable, tu vois, mais genre ces deux voyages combinés, le côté ultra difficile et ultra rustique du Kazakhstan et ultra souriant, chaleureux, accueillant et facile évidemment de la Thaïlande, les deux m'ont amené cette ouverture d'esprit alors que j'avais à peine 20 ans où je me suis dit effectivement waouh, il y a un monde à découvrir. Et depuis, ça a été tellement enrichissant pour moi et j'ai tellement cette soif de découvrir tout ce qui se passe ailleurs que j'ai du mal aujourd'hui à pouvoir connecter vraiment avec des gens qui ont quasiment pas voyagé, tu vois. Genre, je sais pas si ça te le fait, mais souvent, les gens ont beau être aussi intelligents qu'ils veulent, s'ils sont pas sortis de chez eux, il manque un truc, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, tu sais, pour que l'intelligence puisse fructifier... Être intelligent, c'est s'adapter, mais c'est aussi être capable de faire des comparaisons et en tirer des invariants, tu vois, et voir des schémas de fonctionnement dans des trucs que les autres voient pas forcément. Quand tu es habitué à un seul prisme d'analyse, un seul contexte, quand tu n'as rien vu d'autre,
je pense que ta capacité de jugement, elle est forcément limitée, tu vois. Ta capacité d'analyse, ta capacité de comparaison, d'évaluation, de dialogue. Donc pour moi, c'est important parce que c'est extrêmement enrichissant et que, comme tu le disais, ça remet tout à sa place, en fait, vraiment. Et en même temps, tu peux être très heureux sans sortir de chez toi. Oui. Mais, putain, c'est tellement incroyable juste de sortir, d'aller voir comment les autres font les choses ailleurs et de se confronter. Tu vois, c'est con, mais moi, je suis excité quand je vais dans un nouveau pays. Juste le fait d'aller dans un supermarché, tu vois. Voir comment, au Mexique, les Mexicains vivent leur vie dans les supermarchés. Tu as des rayons que tu n'as pas chez nous, tu vois. Et poser ces questions-là et voir... Tu sais, j'ai fait beaucoup d'ethnologie et de sociologie quand j'étais en prépa notamment et après en master. Et où juste les gestes simples de la vie quotidienne, voir comment d'autres cultures les construisent, pour moi, c'est passionnant. Tu vois, juste voir comment les gens tiennent la main de leur enfant dans la rue. Tu vois, un truc con, les Américains, entre parents et enfants, mais au-delà du stade de nourrisson, petit enfant, tu vois, ils embrassent leurs enfants ou leurs parents sur la bouche. À 30 ans, tu arrives chez toi, tu embrasses ta mère sur la bouche, tu fais ça en France, c'est chelou, tu vois. Aux États-Unis, c'est normal. Ouais. Au Canada, je crois qu'au Canada, c'est normal pareil. aussi, tu vois. Tu dis, bah, pourquoi ? Moi, toutes ces questions-là, elles me passionnent, en fait. Tu vois, tous les invariants culturels et toutes les différences socio-culturelles qui, aujourd'hui, se confondent et se mixent complètement à l'heure de la mondialisation des réseaux sociaux, parce qu'on fonctionne, malgré tout, de plus en plus de la même façon les uns et les autres. Maintenant qu'on a du Uber et des trucs de livraison et du Tinder dans tous les pays du monde et tout, il y a quand même des trucs qui se mélangent. Mais il y a encore 5, 10, 15 ans, ce n'était pas le cas. Et voir ça, voir comment les gens mangent, voir comment ils font leurs courses, voir comment ils conduisent, voir comment ils font la queue, la proxémique de... je sais qu'il y a un sociologue qui a fait des photos aériennes des files de bus dans différents pays, tu vois. En France, en Afrique, au Japon, tu vois comment les gens font la queue, ça n'a rien à voir. Au Japon, les gens, même s'il n'y a pas de fil matérialisé par terre, font la queue les uns derrière les autres en randonnion avec une distance interpersonnelle hyper sécure où ils respectent l'espace les uns des autres. Tu vas à Abidjan, tu vois la photo, tu dis c'est une blague, il y a une émeute. Non, les gens font la queue pour le bus, tu vois. Et ça, tant que tu l'as pas vécu et que tu n'as pas vu comment les choses se passent, tu peux pas savoir comment ça se passe, tu vois. Et toute la façon dont ça va t'impacter ou ça va générer des émotions différentes en toi, etc. Si tu n'as pas été dans cette situation-là et que tu ne sais pas comment réagir parce que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas, tu vois. Et ça, c'est ultra enrichissant pour moi et c'est pour ça que les voyages, c'est aussi précieux et que pour boucler la boucle et reparler d'argent, comme tu le disais, tu vois, genre pouvoir gagner suffisamment pour pouvoir s'offrir cette ouverture d'esprit-là, c'est la seule chose qui compte, en fait. D'accord. Le reste, après, bah les couilles, tu vois. Mais pouvoir vivre ça, voyager, sortir de chez soi, s'enrichir à l'aune de toutes ces merveilles que le monde a à offrir, c'est incroyable. Merci beaucoup, Merci mon gars. Cette petite talk qui Merci me plaît beaucoup et qui aurait pu continuer longtemps. Le talk show. Talk show, ouais. Premier épisode, t'es le premier sur la chaîne. En tout cas, c'est un honneur. Merci beaucoup. Je le répète, mais c'est vraiment un plaisir de te voir. Dès que je t'ai vu, ça m'a semblé un peu logique pour moi, parce que comme je te dis, je te suivais un peu de près ou de loin. Mais je sens que l'échange, il est bon, il est honnête, c'est authentique, c'est quelque chose que j'apprécie. J'ai ce feeling, donc encore merci pour l'opportunité. J'espère que les gens qui nous regardent, ça vous a plu. D'entendre aussi Antoine parler de choses qu'on n'entend pas forcément tout le temps de toi. Bon, là, ce qui est bien, c'est que dans la vidéo, il y aura tout. Il y aura beaucoup, sujet, ouais. Il y aura beaucoup de sujets, donc si vous regardez toute la vidéo, c'est beau. Donc voilà, on va se laisser là. J'espère qu'on se reverra un de ces jours. Et puis voilà, je vous remercie encore pour l'hospitalité et puis pour cette vidéo, tout simplement. Je t'en prie mon gars, merci à toi. Bon les gars, on se voit comme d'habitude tous les dimanches prochains à 18h. Et j'espère que cet épisode vous a beaucoup plu. Prochaine